Bonsoir les amis, bonsoir Sylvain. Bonsoir Didier et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc, bienvenue pour cette conférence en ligne, Sylvain. Merci de ta participation. On aurait bien aimé t'avoir ici à Nice. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Donc, on est bien content de te retrouver sur cette conférence en ligne. Donc, tu as décidé de l'appeler Intuition, neurosciences et guérison chamanique. On va te laisser dérouler cette conférence, sachant que les participants peuvent poser des questions sur le chat, donc que ce soit le chat de YouTube ou de Facebook. Hein, et je sélectionnerai tout au long de la soirée les questions qui nous semblent pertinentes. Et Sylvain est d'accord pour poser des questions tout au long de la conférence. Voilà, donc ça, c'était le petit point. Sachez aussi que cette conférence sera enregistrée et mise en replay sur la chaîne YouTube de Luminam. Voilà pour moi. Sylvain, à toi la parole. Je te laisse lancer cette soirée. Je te remercie. Alors, bonsoir à tous. Me voilà donc pour cette petite conférence Intuition, neurosciences et guérison chamanique. Alors, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est que la dernière fois, on s'était rencontrés avec Luminam et Didier pour faire des démonstrations. Donc là, je vais un petit peu plus parler de comment ça fonctionne et de tenir compte un petit peu de la science, parce que c'est quand même intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, l'intuition, c'est peut-être quelque chose qui est toujours un peu perçu comme hurluberlu, pourrait-on dire, si c'est un terme que vous connaissez, qui veut dire un peu bizarre. Mais en même temps, la science commence à amener justement des réflexions qui donnent de plus en plus de cohérence, de plus en plus de pertinence aussi à cette démarche-là intuitive, puis de mieux la comprendre. Donc, c'est ça un petit peu que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui. Évidemment, comme Didier vous le disait, vous pouvez en tout moment poser vos questions. Donc, ça peut être même un échange dans ce sens-là. Ce n'est pas juste une conférence, hein, ça peut être un échange avec vous. Moi, je vous partage des choses et puis vous pouvez aussi partager avec moi des choses qui font que ça va enrichir notre discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, première chose que j'aimerais vous parler, c'est de moi-même, peut-être pour vous dire un petit peu que mon insuline mélangée, évidemment, et ça fait quand même les années passent et ça fait quand même plusieurs années, une trentaine d'années passées même, que je fais de la pratique intuitive. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, dans le sens que oui, c'est de la théorie, mais c'est quand même ça repose sur une pratique. Je pense que c'est important de le dire que souvent, quand on parle de l'intuition, quelque part, on doit être en mesure aussi de pratiquer ça. Alors donc, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais de la pratique intuitive, que je fais des lectures intuitives auprès de plein de personnes depuis de plusieurs années. Donc, et je fais également donc de l'enseignement depuis près de 25 ans et plus même. Donc, encore là, j'enseigne aux gens comment pratiquer, donc comment développer cette habileté-là. Donc, évidemment, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais ça repose aussi sur cette réflexion-là, cette expertise-là que j'ai développée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, j'avais envie de vous parler pour commencer, évidemment, donc, que cette démarche-là commençait pour moi avec un enseignement avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, que je crois maintenant en Italie, que j'ai beaucoup apprécié parce que pendant ces 3 années-là de formation que je suis avec lui, j'ai découvert un langage finalement qui me fascinait, qui est le langage intuitif. Et ça m'a amené à me dire de quelle façon que moi je pourrais euh, parce qu'en fin de compte, j'avais reçu un enseignement, mais je ne le comprenais pas. C'est curieux à dire, mais j'arrivais à développer une habileté intuitive assez facilement, à faire des soins et tout ça, mais je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Je ne pouvais pas expliquer le processus. Donc, ça m'a amené, moi, de mon côté, après ces 3 années-là, de vouloir vraiment comprendre et de vouloir développer justement une méthode aussi pour arriver à bien cerner comment ça fonctionnait. Donc, moi, comme je suis très curieux, j'ai voulu vraiment aller au bout de ça et c'est ça un petit peu qui a amené donc ma volonté d'enseigner, etc., etc. Donc, c'est ça un petit peu que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, premier thème que j'aimerais vous parler, c'est de l'intuition. Parce qu'évidemment, dans la pleine conscience intuitive, vous allez découvrir qu'il y a 3 grands thèmes. Il y a l'intuition, la lecture intuitive, le décodage intuitif. Deuxième thème, déprogrammation de la mémoire cellulaire. Et le troisième thème, c'est les soins énergétiques ou la guérison. Donc, ces 3 thèmes-là, quelque part, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, se combinent. Alors, la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi, j'ai à utiliser mon imaginaire pour voyager en moi ou voyager vers un partenaire. Ce voyage-là que j'effectue va me permettre de découvrir que je vais constater que mon corps, le corps de mon partenaire, va manifester des informations par le biais d'images, de sensations et de mots. La particularité, c'est que ces perceptions-là que j'ai sont animées par une conscience. C'est-à-dire que si je discute avec ces perceptions-là, il va y avoir un genre de dialogue qui va s'établir entre moi
et les perceptions en question, qui va m'amener à donc découvrir effectivement qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime les perceptions qui peuvent apparaître comme étant simplement de l'imagination, mais que quand on apprend justement à développer une position de témoin et à interagir avec ce monde imaginaire-là, on constate que ce monde imaginaire-là, lorsqu'on dépasse simplement notre identification à notre imaginaire et qu'on commence à s'ouvrir aux possibilités que l'imaginaire nous propose, c'est là qu'on découvre qu'il y a une forme de sagesse et d'intelligence qui se manifeste. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, sur quoi repose cette habileté de la lecture intuitive? Ça repose d'abord et avant tout sur une réflexion que j'aimerais vous faire part par rapport à un physicien qui s'appelle Régis Dutheil, qui est un Français, qui a mis en évidence qu'il existait un univers super lumineux. Alors, cet univers super lumineux, il y a plusieurs autres physiciens qui ont donné d'autres termes pour mettre en lumière qu'effectivement, il existe donc la matière physique, celle qu'on connaît bien sûr, mais il existerait donc un autre univers qui n'est pas accessible à nos yeux. Pourquoi il n'est pas accessible à nos yeux? C'est que les particules qui animent cet univers-là vont plus vite que la lumière. Nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer cet univers-là. Et le physicien Régis Dutheil avait reconnu, comme il l'avait nommé, le super lumineux, puisqu'il était donc, les particules vont plus vite que la lumière. Et selon moi, et là c'est une hypothèse que j'aimais, lorsque j'utilise le véhicule imaginaire pour voyager en moi ou voyager vers un partenaire ou voyager dans cet univers super lumineux-là, j'accède à cet univers-là. C'est-à-dire que je découvre finalement qu'il existe un univers qui est parallèle au nôtre, qui est animé par d'autres règles, d'autres lois, et qui me permet, moi, d'explorer une autre façon de regarder l'être humain que je suis ou l'être humain qui se trouve devant moi. Et c'est ça qu'on va essayer d'explorer ensemble, de quoi il s'agit, de quoi se compose cet univers-là. Donc, Régis Dutheil a reconnu trois grands principes dans cet univers-là que j'aimerais vous partager, puisqu'ils sont vraiment directement reliés à la capacité intuitive. Le premier, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une forme d'intelligence dans cet univers super lumineux-là. C'est-à-dire qu'il y a comme un concept, une conscience, pourrait-on dire, qui dépasse l'être humain. Plusieurs physiciens ont abordé un peu cette même vision-là, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que dans cet univers-là quantique, il y a quelque chose qui semble être intelligent et animé d'une certaine conscience. Donc, ça veut donc dire que quand je voyage dans cet univers super lumineux-là, je reconnais donc une forme d'intelligence qui est là, qui est présente. Deuxième chose, et ça, évidemment, quand on fait un travail intuitif, quand on fait des lectures intuitives sur soi-même ou sur un autre partenaire, on constate effectivement qu'il y a comme une forme d'intelligence qui anime l'être humain. Il n'y a pas l'intelligence qui est consciente, c'est-à-dire c'est pas le cerveau qui génère de l'intelligence, c'est vraiment une conscience autonome, qui est parallèle, qui est autonome face à notre cerveau. Et que c'est ça, quelque part, qui est intéressant, c'est que par le travail intuitif, on permet à un individu de devenir conscient d'une forme de conscience intelligente qui l'anime, et le fait qu'on puisse lui transmettre de l'information sur cet univers-là, ben, ça va l'amener donc à enrichir sa compréhension de lui-même parce qu'il va recevoir ces informations-là et son cerveau va devenir conscient de ce qui anime son corps. Le deuxième élément qu'on retrouve dans cet univers super lumineux, c'est qu'il n'y a pas d'espace-temps. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de passé, de présent et de futur. Tout est en même temps. Ça veut dire quoi? Comment pourrait-on visualiser ça? Alors, on pourrait simplement dire que, par exemple, que si moi, je regarde une personne devant moi, cette personne-là, finalement, elle est dans un instant présent. C'est-à-dire qu'elle est devant moi physiquement, je la vois, je la regarde physiquement avec mes yeux. Si je ferme les yeux et que je me mets en relation avec mon support imaginaire pour me relier à elle, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est que cette personne-là qui est toujours présente devant moi est animée par une conscience, par un champ énergétique. Dans ce champ énergétique-là, dans le moment présent, il va se retrouver des mémoires associées à son histoire passée, des mémoires associées à d'autres vies, à des mémoires même générationnelles, donc transgénérationnelles. Il peut y avoir également des potentiels futurs qui vont apparaître. Potentiel futur, c'est simplement une conséquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu est ce qu'il a été, mais parce qu'il a été ce qu'il a été, s'il est complètement figé dans des croyances, par exemple, limitatives par rapport à son passé, il va tendre à reproduire un potentiel futur qui va toujours être le même, finalement. Okay? Donc, cet exemple-là que je vous donne, finalement, met en évidence à quelque part que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, effectivement, il n'existe pas de passé, présent, futur dans cet univers-là, puisque tout est dans le même champ énergétique. Et qu'évidemment, l'art du travail intuitif, c'est d'être capable de jouer dans cette capacité de voyager dans ces divers dossiers, pourrait-on dire, qu'on va retrouver dans le champ énergétique. Donc, ce que Régis Dutheil, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'espace-temps dans cet univers-là, ben, dans le travail intuitif, on le découvre.
par exemple, on peut faire des consultations individuelles à distance, ce que je fais très souvent et très régulièrement, même que je vous dirais que c'est peut-être plus souvent qu'autrement. En fin de compte, c'est maintenant ma façon principale de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quelqu'un qui est en Chine, ben moi, je peux me mettre en relation avec cette personne-là et faire une lecture intuitive avec cette personne-là sans avoir besoin de me déplacer vis-à-vis de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est capable de se syntoniser dans une immédiateté avec des gens qui sont à distance et c'est ça qui est assez fascinant aussi dans cette pratique-là. Le troisième élément, c'est que ce que Dutheil va observer, c'est que il y a une accumulation d'informations qui se fait continuellement dans cet univers-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens, par exemple, parlaient des annales akashiques. Les annales akashiques, on dit à quelque part que c'est un espace, hein, c'est un genre des niveaux de conscience dans lequel l'information, finalement, toute l'information, le savoir humain se retrouverait là. Donc, Régis Dutheil, quand il parle de l'accumulation de l'information qui s'accumule sans cesse, c'est en quelque sorte que toute l'histoire de l'humanité, qu'elle soit passé, présent et futur, se retrouverait dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'on n'a perdu aucune information, ce qui veut donc dire que tous les vécus expérientiels qui ont été vécus sur la planète Terre depuis le début des temps se retrouveraient dans cet univers-là. Ça veut donc dire finalement que moi, en tant que thérapeute intuitif, je peux donc voyager dans cet univers-là pour accéder à ce savoir-là. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que tu es un génie, ça veut dire que tu es le bon Dieu. Évidemment, on va mettre des guillemets, dans le sens que oui, bien sûr on est tous capables, mais selon notre capacité à s'ouvrir à cet univers super lumineux-là, on va être capable de se rendre conscient d'une certaine somme d'informations. Et évidemment, l'objectif, évidemment, c'est d'élargir notre champ de conscience, notre capacité à accueillir l'information pour qu'elle devienne de plus en plus accessible. Alors évidemment, moi, je suis dans le processus tout comme vous, mais ce que je peux vous dire, c'est que certainement qu'on peut donc faire des voyages dans les divers univers du passé, dans les divers univers du futur, à travers ce processus-là sans problème. Puis évidemment, c'est là que ça devient quelque part comme un mode d'exploration très intéressant pour mieux comprendre un individu, mais aussi mieux comprendre l'humanité également, puisque ça peut être fort intéressant de développer cette piste-là également à travers ce type de travail-là. Donc, ça, c'était la première réflexion que j'avais à faire avec vous. Évidemment, vous venez de voir le livre de Régis Dutheil, L'univers superlumineux, qui est un livre un petit peu ancien, mais quand même qui a encore des éléments intéressants, je pense, à proposer. Le deuxième auteur que j'aimerais vous parler également maintenant, c'est le physicien Pop, qui a également écrit un livre qui s'appelle Biologie de la lumière, qui a été réédité aussi plus récemment, qui est un livre assez scientifique quand même, hein. Mais c'est un monsieur qui est très intéressant parce qu'il a mis en évidence quelque chose de vraiment important qui nous permet de donner encore plus de matière à ce que j'appelle l'univers superlumineux. Ce physicien-là a démontré que le Soleil émet de la lumière. Donc, vous allez tous être d'accord avec moi là-dessus. Et cette lumière-là, finalement, qui sont des photons, des particules lumineuses, les cellules de mon corps absorbent cette lumière-là et réémettent de la lumière. Alors, c'est très intéressant de comprendre ce processus-là d'absorption et de réémission, parce que ça veut donc dire que quand j'observe une personne devant moi, je vais constater qu'autour de son corps physique, il y a comme une espèce de champ d'énergie qui rayonne. Ce champ d'énergie, finalement, ben, à quelque part, ce que ce physicien-là émet comme idée, c'est qu'effectivement, que les cellules de mon corps absorbent et réémettent de la lumière. Donc, ce que je vois dans ma perception intuitive, c'est ce qu'on appelle l'aura, bien sûr, mais ce physicien-là a mis en évidence que l'aura était quelque part le rayonnement biolumineux de la cellule. C'est-à-dire que quand je regarde le champ de lumière autour d'une personne, je regarde en quelque sorte le fonctionnement physiologique de la personne. C'est-à-dire, je regarde le rayonnement ultra ténu des cellules et de quelle façon que ce rayonnement-là m'indique finalement soit un état d'équilibre chez une personne, quelqu'un qui aurait un champ énergétique très harmonieux. On pourrait dire que son potentiel santé est optimal, c'est-à-dire que son fonctionnement physiologique ne s'use pas, hein, il est dans un bon processus, alors que dans d'autres cas, et ça m'est arrivé souvent de le voir, il y a donc des perturbations dans ce rayonnement ultra ténu des cellules, ce qui veut donc dire qu'il y a donc des perturbations qui vont être présentes. Ces perturbations peuvent être nombreuses, je ne vais pas les aborder ici, mais finalement, quand on observe le champ énergétique, on va donc constater quelquefois que les tensions dans notre corps, les blocages énergétiques qui peuvent être présents vont entraîner donc une diminution du rayonnement ultra ténu et cette diminution-là va donc affecter le potentiel santé.
Ça ne veut pas dire pour autant que la personne elle est malade, mais ça veut dire par contre que si elle ne fait pas attention à ce potentiel santé-là, elle risque évidemment de pouvoir justement amoindrir son potentiel santé et éventuellement, si elle ne prend pas soin d'elle, développer peut-être des maladies. Alors, ça peut être très intéressant donc de pouvoir jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, ce rayonnement biolumineux-là, finalement, reflète donc le potentiel santé. Pourquoi je dis le potentiel santé? C'est que dans ma pratique, je pense que c'est important de bien différencier le type de travail que je fais avec un médecin, par exemple. Le médecin, évidemment, va s'assurer, lui, du bon fonctionnement du corps humain, mais il va surtout s'intéresser quand même à la maladie. Il va chercher à soigner à partir du moment qu'une personne a été reconnue comme étant malade. Alors que dans le type de travail que moi je fais, j'essaie justement de mettre en lumière le potentiel santé. De quelle façon qu'un individu peut demeurer dans un état de santé optimal. Et pour cela, ben, il lui faut justement favoriser ce rayonnement biolumineux dans son corps. Et c'est là, évidemment, que l'intervention, du type d'intervention que moi je fais, va être très importante, puisque l'intuition va permettre justement de me mettre en communication avec les cellules du corps pour comprendre la raison d'être des perturbations, comprendre quelque part ce dont elles ont besoin pour justement être rétablies. Et évidemment, il y a le soin énergétique qui va consister à transmettre de la lumière dans le corps de la personne qui est dans le besoin, qui va permettre justement de rétablir l'équilibre. Donc, c'est là qu'on va vraiment chercher à augmenter le potentiel santé d'une personne. Et si je le fais sur moi-même, bien évidemment, je cherche à m'accompagner à ce moment-là dans une démarche de guérison, c'est-à-dire je m'accompagne pour favoriser l'augmentation de ce potentiel santé en moi, pour ne pas rester victime d'une perturbation, mais de chercher donc à améliorer mon état de santé pour qu'il devienne de plus en plus favorable à la santé, favorable à la guérison, etc., etc. Donc, vous comprenez que c'est ça un peu le sens du type de travail que je vais faire concernant le milieu de la santé. Une autre chose qui peut être intéressant d'aborder concernant le potentiel santé, c'est le rayonnement, excusez-moi, c'est l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que ça dit? C'est que finalement, on reconnaît maintenant aujourd'hui que le code génétique, à quelque part, n'est pas immuable. Hein. Avant, on disait on héritait d'un bagage génétique et on était en quelque sorte pris avec. Aujourd'hui, on reconnaît aujourd'hui qu'il est possible de modifier le bagage génétique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des transformations du code génétique qui peuvent s'effectuer par l'alimentation, par exemple, le changement alimentaire, même par la méditation. On a pu observer qu'il y avait possibilité de faire des changements à ce sujet-là. Donc, ça devient très intéressant parce que ça nous fait comprendre donc on a un rôle à jouer en tant qu'être humain pour amener une transformation à l'état de soi, pour augmenter ce potentiel santé, pour finalement se libérer hein, de programmation génétique qui sont en nous, de karma, pourrait-on dire, hein, pour accéder justement à un potentiel santé qui devienne de plus en plus équilibré et de plus en plus fluide. Donc, l'épigénétique, c'est très intéressant, puis ça veut donc dire que finalement, moi, en tant qu'être humain, ben, je peux donc développer mon attention vers mes cellules, travailler sur les croyances qui sont associées à ça, travailler justement sur rétablir l'équilibre biolumineux dans mon corps pour amener des transformations qui vont favoriser, sans aucun doute, une réorganisation des gènes qui va me permettre donc d'augmenter mon potentiel santé. Il est utile de dire ici qu'il y a des recherches qui ont démontré que, par exemple, vous savez qu'il y a les téléomères, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les téléomères, ce sont des brindilles autour de l'ADN, à l'extrémité de l'ADN, qui indiquent quelque part le niveau de longévité d'un être humain. C'est-à-dire que grâce à ces brindilles-là, on peut déterminer si une personne va vivre longtemps ou pas. Et il a été observé, encore une fois, que grâce à des changements alimentaires, des pratiques de méditation, prendre soin de soi, ben, ces brindilles-là, en l'état de 3 mois, on a pu observer donc des augmentations de la longueur de la brindille. Encore une fois, ça signifie finalement que quand on prend soin de soi, quand on s'accompagne dans cette démarche de vie, on augmente à quelque part notre longévité et on augmente à quelque part notre capacité à être dans une position de santé. Donc, vous comprenez ici que plus j'apprends justement à reconnaître cette capacité que j'ai de m'accompagner en tant qu'être humain, hein, en m'accompagner dans la vie qui est en moi, de m'accompagner et de favoriser la vie en moi, plus je contribue à augmenter quelque part ce principe de vie qui est en moi et donc finalement être de plus en plus en état de paix et d'harmonie avec moi et d'augmenter cette capacité que j'ai de vivre en santé le plus longtemps possible. Donc, ça, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet-là. Également, un autre élément, c'est qu'évidemment, vous l'avez sans doute compris, que ce potentiel santé dont je vous ai parlé tantôt, évidemment, c'est cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de prendre soin de moi, donc de favoriser
l'emmagasinement de lumière dans mon corps et de permettre que cette lumière-là puisse se répartir, circuler en moi d'une façon de plus en plus importante. Qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas être capable d'accumuler cette lumière-là d'une façon satisfaisante dans mon corps? Mais évidemment, vous l'avez compris, déjà, on a compris que le code génétique peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Et il peut y avoir des perturbations génétiques qui peuvent exister, qui proviennent de nos parents, etc., qui peuvent donc déjà nous amener dans une direction qui n'est pas celle que l'on souhaite. Alors déjà, il y a cet aspect-là qui peut jouer. Il y a d'autres raisons également qui peuvent jouer, évidemment, nos croyances. Hein. Quand on est sur Terre, bien évidemment, on est confronté à des traumatismes, malheureusement, qui peuvent se manifester tout au long de notre vie. Ces traumatismes-là, évidemment, vont provoquer en nous des blessures émotionnelles et ces blessures émotionnelles vont finalement s'engrammer dans notre corps. C'est-à-dire que je vais constater que des zones dans mon corps peuvent avoir une circulation énergétique moins favorable parce que justement, sans m'en rendre compte, j'ai comme engrammé de l'émotion, de la mémoire dans la région concernée. Alors, ça veut donc dire que ce n'est plus une question simplement de lumière qui ne circule pas adéquatement. Ça veut donc dire également qu'il y a des croyances, des mémoires qui sont en moi qui vont empêcher cette circulation énergétique de se faire adéquatement. Alors, évidemment, c'est là que, encore une fois, la lecture intuitive peut être très utile, puisqu'elle me permet justement, grâce à mon support imaginaire, de déplacer ma conscience dans une région où il y a une perturbation et de commencer justement à interagir avec elle pour apprendre à découvrir ce qu'elle a à me communiquer, ce qu'elle a à me dire, et donc d'apprendre justement à accueillir justement le message qui est là et de favoriser donc un travail de guérison que je vais approfondir à mesure que la conférence va avancer. Donc, ça, c'est important à comprendre, donc, finalement, que il y a à l'intérieur de moi-même un être, justement, qui est une forme d'antenne. Hein. Cette antenne-là, c'est comme un corps humain hein, qui a deux pieds à la base, puis qui a donc effectivement donc au sommet de la tête, une tête qui est ici. Alors donc, évidemment, cette antenne, finalement, ben, l'objectif en tant qu'être humain, c'est que ça puisse vibrer dans tout mon corps. Et cette vibration-là va faire que moi, je vais me retrouver dans une position qu'on appelle un terme physique, de physique quantique, on va appeler ça la négantropie, c'est-à-dire que plus l'énergie circule harmonieusement dans mon corps, moins il y a de mesures, moins de friction, et plus évidemment mon corps va fonctionner optimalement parce que je vais utiliser mon énergie d'une façon très efficace. Maintenant, supposons que j'ai des problèmes, soit reliés à des croyances, des perturbations énergétiques qui se sont produites dans mon corps. Ces perturbations énergétiques ne vont pas faire de moi un être malade immédiatement. Il va y avoir donc une forme de friction, une forme d'usure qui va se produire dans mon corps sans que j'en sois conscient. Et cette friction et cette usure-là va générer donc une réduction de mon potentiel santé et pourrait m'amener éventuellement à développer des problèmes de santé. Et ça, je pense que c'est important, finalement, donc de devenir conscient que plus j'apprends, moi, à reconnaître ce qui anime mon être, hein, parce qu'on est tous dans un processus où il y a une forme d'entropie qui existe dans notre corps. L'entropie, qu'est-ce que c'est? C'est l'usure. L'usure, finalement, c'est que dans mon corps, je peux donc sans m'en rendre compte, développer une forme d'usure à l'intérieur de moi-même par l'effort que je dois faire pour essayer d'être en vie. Hein, supposons que j'ai des grosses perturbations dans une région de mon corps, par exemple dans mon bassin, dû à des blessures émotionnelles qui ont été vécues à cet endroit-là, ben, je dois compenser cette blessure-là pour essayer de fonctionner optimalement dans la vie. Et pour faire cela, ben, je dois finalement prendre une énergie vitale fondamentale pour essayer quelque part de compenser le déséquilibre qui se trouve là. Et à travers cela, il y a une forme de déséquilibre, une forme de perturbation énergétique qui va en résulter, qui va m'amener donc tout doucement vers une réduction de mon potentiel santé et éventuellement la maladie si je n'en prends pas soin. Donc, la lecture intuitive va me permettre donc de développer une compréhension de ce qui anime mon être, ce qui anime finalement les cellules de mon corps, pour arriver justement à être davantage conscient des problématiques qui sont en moi. Et par la suite, bien évidemment, on va aborder les soins dans peu de temps, qui vont nous permettre donc de voir de quelle façon qu'on peut aller plus loin encore dans la compréhension de tous ces mécanismes-là. Donc, comment va-t-on arriver justement pour favoriser donc la santé au niveau du potentiel santé qui est en moi? Bien évidemment, il est pratique, hein, quelque part, qu'on va découvrir à mesure que la conférence va avancer. Surtout à la toute fin, je vais vous présenter un petit peu les bases fondamentales de la pratique intuitive et vous allez découvrir un peu plus de quelle façon qu'on peut s'auto-guérir par des démarches de la pleine conscience intuitive qui combinent la lecture intuitive, la déprogrammation
et les soins. Donc, peut-être que j'y reviendrai. Puis évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous êtes bien sage jusqu'à maintenant. Je vous en remercie. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Et évidemment, s'il y a des commentaires, des questions, des partages, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera plaisir, évidemment, de pouvoir partager avec vous des informations. Donc, avant d'aborder donc les techniques de soins de la pleine conscience intuitive, donc la déprogramation et les soins énergétiques, on va aborder donc la santé psychique. J'aimerais vous en parler un petit peu pour que vous compreniez de quoi se compose ce champ biolumineux qui anime l'être que nous sommes. Donc, on doit comprendre que dans ce champ biolumineux-là, il y a donc un rayonnement de la cellule. Donc, c'est qui nous indique finalement le fonctionnement physiologique des organes du corps. Ça, c'est une première chose. Maintenant, dans ce rayonnement biolumineux-là, il se trouve également des mémoires de notre histoire personnelle. Ces mémoires de notre histoire personnelle correspondent à mon vécu depuis que je suis né sur Terre. Ben, j'ai accumulé un certain nombre d'informations qui se sont engrammées dans mon champ énergétique. Ces informations, évidemment, si elles ont été des grandes blessures, par exemple, elles peuvent avoir avoir créé des programmations dans mon champ énergétique, des croyances très fortes, des limitations qui font que l'énergie ne circule pas adéquatement en moi. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement fréquemment. Donc, ça veut donc dire que quand je regarde un champ énergétique d'une personne, je peux constater que dans ce champ énergétique-là, il va y avoir des informations associées à son histoire personnelle qui vont indiquer que la personne est comme en conflit avec elle-même. Je vous donne un exemple. Je pourrais constater que chez une personne, il pourrait y avoir une expérience d'un enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. Alors, la personne qui est devant moi n'a pas 5 ans. Par contre, elle peut être en relation avec une mémoire de son enfance dans laquelle elle avait 5 ans et dans laquelle elle s'est sentie abandonnée. Et parce qu'elle s'est sentie abandonnée, elle peut donc à ce moment-là développer une genre de déséquilibre dans son corps qui va empêcher la circulation énergétique de circuler harmonieusement. Et ça, je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui est important de comprendre par rapport à ça. Donc, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, plus je suis en état de paix et d'harmonie avec mon histoire personnelle, plus je favorise la circulation énergétique optimalement. Ce qui veut donc dire que je vais améliorer ma santé physique, énergétique, mais aussi psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que je vais favoriser un équilibre émotionnel également dans ma conception, dans ma personnalité. Alors, ça devient intéressant parce qu'on comprend bien ici l'idée d'une guérison holistique. C'est-à-dire qu'on touche plusieurs éléments ensemble dans le travail que l'on effectue grâce à la démarche intuitive. En plus des mémoires personnelles, il y a des mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires associées à l'histoire familiale. Donc, en tant qu'être humain, je peux porter en moi des blessures de mon histoire familiale. Alors, ces blessures-là, quelles ont leur raison d'être? Bien, quelquefois, par exemple, si je constate qu'une personne est devant moi puis que je vois que son arrière-grand-père s'est senti abandonné. Alors, vous comprendrez ici que l'expérience que j'ai vécue à l'âge de 5 ans, dans laquelle je me suis senti abandonné, résonne avec cette mémoire-là familiale, transgénérationnelle, et ça veut donc dire quelque part que ça va amplifier le processus. Quel est l'intérêt d'amplifier le processus? Mais il faut comprendre ici que, je vous ai dit tantôt on baignait dans un univers super lumineux. Cet univers super lumineux, je vous ai dit que l'information s'accumulait sans cesse. C'est-à-dire que dans cet univers super lumineux-là, toute l'information que l'on peut imaginer se retrouve là. Donc, moi, en tant qu'être humain, quand je nais sur Terre, je suis cette antenne qui vibre avec cet univers super lumineux-là et je peux donc raisonner avec une mémoire transgénérationnelle de mon arrière-grand-père qui s'est senti abandonné. Et à ce moment-là, évidemment, il va y avoir donc une forme de résonance qui va s'effectuer, qui va m'amener à ressentir davantage ce sentiment d'abandon, mais qui va me permettre aussi de faire un travail sur moi pour me libérer de cette expérience d'abandon-là, mais également, je vais contribuer à libérer la mémoire transgénérationnelle de ce grand-père-là pour lui également, lui aussi, lui permettre de se libérer. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va revenir dans la notion de soins que je vais vous présenter bientôt, à mieux comprendre de quelle façon que ça va pouvoir se faire, tout ça. De quelle façon qu'on va pouvoir libérer cette mémoire de cet arrière-grand-père à ce moment-là. Mais à ce stade-ci, donc, si on regarde simplement au niveau de la lecture intuitive, on comprend que la lecture intuitive va me permettre de communiquer avec cet arrière-grand-père, de comprendre justement la souffrance qui l'anime et de pouvoir justement développer une responsabilité, je dirais, de mon histoire de vie, de reconnaître à quelque part que moi, en tant qu'être humain, mais je reconnais justement que cette blessure d'abandon-là, elle a un message à me donner et que je dois apprendre maintenant à l'assumer, à le transformer pour arriver à être de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre avec moi-même.
Donc, je remercie pour les petits commentaires. Tout à l'heure, c'était très clair, très précis, ce qu'on me disait. Bon, tant mieux, ça me fait plaisir de le savoir. L'autre élément que j'aimerais vous aborder ici, c'est les mémoires d'autres vies. Alors, les mémoires d'autres vies, c'est que moi, je suis une antenne, je suis en relation avec cet univers superlumineux-là, je suis avec une mémoire d'abandon à l'âge de 5 ans. Ça veut donc dire que cette mémoire d'abandon de l'âge de 5 ans pourrait résonner avec des mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire quelque part que je peux syntoniser avec des mémoires d'autres vies appartenant à toutes les époques que je peux imaginer. Ça veut donc dire finalement que cette mémoire d'autre vie-là va être finalement quelque part comme, va venir amplifier en quelque sorte, tout comme les mémoires transgénérationnelles, va venir amplifier la souffrance reliée à l'abandon, qui va m'obliger encore une fois à devoir faire un travail de réunification et de me réapproprier cette charge émotionnelle dont je m'étais dissocié pour faire un travail pour m'harmoniser avec cette énergie-là. Et évidemment, en faisant ça, ben, je vais contribuer à libérer les mémoires d'autres vies de la même façon, c'est-à-dire que je vais contribuer à épurer cet univers superlumineux. Quand je dis épurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'univers superlumineux, il y a un ensemble d'informations mémorielles appartenant à l'histoire de l'humanité qui se retrouve là. Et quand j'apprends, moi, de mon côté, à me libérer de la mémoire de cette histoire de l'humanité, ben, je permets cette histoire de l'humanité de se libérer également, c'est-à-dire que je ne raisonne plus avec elle, donc je me libère des mémoires programmés quelque part qui peuvent effectivement exister dans, dans le champ mémoriel et donc de finalement tout doucement arriver donc à me dégager tout en permettant le dégagement dans cet espace-là de l'histoire de mémoire collective. Alors, l'autre chose qu'on reconnaît dans cet univers, dans ce champ, biolumineux, c'est le potentiel futur. Le potentiel futur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai un passé. J'ai un passé qui m'appartient, mon histoire personnelle, j'ai des mémoires transgénérationnelles et j'ai des mémoires d'autres vies. Tout ça ensemble va faire que ma conscience va développer une forme de programmation. Une programmation qui va m'amener à concevoir mon futur avec des lunettes. Des lunettes qui vont être évidemment un peu limitées par rapport au fait que ce que j'ai vécu dans mon passé. Et ces lunettes-là vont finalement me permettre de voir, moi, en tant qu'être humain, en tant que thérapeute intuitif, de regarder cette personne-là et de constater qu'il existe chez cette personne-là un potentiel futur qui est en train de prendre forme. L'intérêt d'observer ce potentiel futur-là, c'est de se dire, est-ce que c'est un potentiel futur qui est harmonieux? Est-ce qu'il va lui apporter cette personne-là la possibilité pour elle de se réaliser? Ou est-ce qu'au contraire, ce potentiel futur va plutôt chercher à réduire son potentiel évolutif? Alors, c'est là que le thérapeute intuitif peut vraiment avoir un rôle à jouer très intéressant. Ce n'est pas tant de faire des prédictions dans le futur, c'est beaucoup plus de rendre responsable la personne pour l'amener à devenir conscient qu'effectivement, il y a un potentiel futur qui anime son champ énergétique et qu'on peut faire des actions pour finalement créer un potentiel futur qui soit de plus en plus en harmonie avec soi. Et c'est ça qui va être en fait le rôle du thérapeute intuitif. Et quand on fait un travail sur soi, mais c'est la même chose, on apprend justement à reconnaître qu'il existe en nous des croyances, des limitations, etc. Et que finalement, on construit à notre insu un potentiel futur. Plus on fait ce travail-là sur soi, mais plus on apprend justement à se libérer des programmations qui sont pas en harmonie avec nous pour finalement renouer contact avec une forme de regard de plus en plus équilibré et harmonieux avec soi, qui va permettre donc de permettre l'émergence d'un futur qui sera plus en harmonie avec notre potentiel finalement. Donc, tout ça finalement que je viens de vous décrire, on pourrait maintenant le définir par un mot qu'on appelle le cerveau quantique. Il y a donc des physiciens qui ont émis cette idée qu'il existait donc un cerveau quantique. Le cerveau quantique, finalement, on dit que c'est un cerveau délocalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, c'est pas juste dans ma tête que mon cerveau se retrouve, c'est pas juste dans mon cœur, c'est pas juste dans mon ventre. Il est partout. C'est-à-dire que tout mon champ biolumineux dont je viens de vous parler, on pourrait le définir comme étant le cerveau quantique. C'est-à-dire que ma conscience globale, dans tout mon champ énergétique, est un cerveau quantique dans lequel il y a une somme d'informations importantes qui appartient à mon histoire personnelle, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires d'autres vies et des potentiels futurs, et que tout ça, finalement, forme ce qu'on appelle le cerveau quantique. Et évidemment, l'objectif du thérapeute intuitif, quand il reconnaît ce cerveau quantique-là, c'est de rétablir la lumière dans ce champ énergétique-là pour que justement tout ce qui n'est plus utile, toutes les programmations, les limitations, ce que j'aurais peut-être tendance à dire un peu les poubelles finalement, qui ont pu s'accumuler dans la conscience d'une personne, mais on va la dégager pour que la personne renoue contact avec son essence originelle, c'est-à-dire avec sa lumière pure dans laquelle elle n'est plus programmée par la conscience humaine.
Et c'est ça, quelque part, qui est un peu l'objectif aussi d'un thérapeute intuitif, de chercher à aider une personne pour qu'elle renoue contact avec sa pureté, avec son essence fondamentale, qui lui donne l'opportunité d'actualiser véritablement son essence fondamentale, sa pureté. Et c'est ça un peu qu'on va chercher à faire tout au long d'un soin, quand on effectue un soin avec un partenaire. Il y a également aussi l'autre chose que j'aimerais vous parler, c'est concernant donc, il y a deux grands principes de mémoire qu'on va retrouver dans le champ énergétique. Ces mémoires-là, quelque part, il y a ce que j'appelle moi les mémoires limitatives. Les mémoires limitatives, de quelle façon qu'elles se manifestent dans le champ énergétique? Ce sont les personnages. Alors moi, je vois une personne qui est devant moi, ou je me vois moi, et je constate que dans moi, il y a plusieurs petits moi. Les petits moi qui ne me ressemblent pas du tout. Ça peut être des petits moi qui ressemblent à des ancêtres. Ça peut être des petits moi qui ressemblent à quand j'étais enfant. Ça peut être des petits moi qui ressemblent à des mémoires d'autres vies, qui n'ont aucun rapport avec qui je suis. Alors, il y a des potentiels futurs qui peuvent être présents aussi. Donc, vous voyez que dans mon être humain, dans mon instant présent, il y a un ensemble de scénarios qui existent, un ensemble d'informations qui se manifestent sans que moi, j'en sois nécessairement conscient. Et plus j'apprends à voyager en moi, plus j'apprends à voyager vers un partenaire, plus j'apprends à découvrir la multiple possibilités qui existent en moi, les multiples manifestations qui sont manifestées en moi, et que plus j'apprends à faire cela, plus j'apprends donc justement à reconnaître qu'il y a ce que j'appelle moi des mémoires limitatives. Les mémoires limitatives, ce sont des personnages que je vais voir apparaître dans mon champ énergétique, et ces personnages-là sont programmés par des limitations. Par exemple, l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, est une mémoire limitative. Pourquoi? Parce que cette mémoire-là, elle est programmée à se sentir abandonnée. Alors, moi, je n'ai plus 5 ans, et cette mémoire-là, qui a 5 ans et qui est dans mon champ énergétique, elle me dit, je me sens abandonné. Pourquoi elle me dit, je me sens abandonné? C'est parce que moi, je n'ai pas encore appris à me réunifier à elle pour effectivement ne plus être dans l'expérience de l'abandon. Ça veut donc dire que dans mon champ énergétique, j'ai une information qui est émise dans mon champ à mon insu qui dit je suis abandonné. Donc, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, dans ma vie? Bien, je vais rencontrer des gens, des situations de vie qui vont m'activer, qui vont réactualiser ce sentiment d'abandon de la même façon. Donc, c'est un peu comme si j'allais répéter, 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 et tous ensemble, répéter, répéter. À un moment donné, évidemment, nous amener à constater quelque part qu'on est toujours en train de répéter les mêmes choses, reproduire les mêmes expériences et vivre un peu ce qu'on appelle le karma. Hein, c'est-à-dire que c'est ça le principe du karma. C'est un peu aussi toute l'hypothèse du code génétique, hein, cette impression qu'on est programmé à quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est possible effectivement de retrouver le changement, mais pour ça, il faut commencer à fermer les yeux, puis à commencer à découvrir qu'est-ce qui anime l'être que nous sommes. Hein, c'est pas juste un monde terrestre dans lequel on vit. On vit dans un monde animé par une conscience. Et cette conscience-là n'est pas uniquement dans la tête, elle est vraiment dans l'ensemble de toutes nos cellules, et que si on ne prend pas le soin de reconnaître cette réalité-là, ben on est simplement confronté à une vie dans laquelle on subit justement ces mémoires limitatives qui animent notre champ énergétique. D'autres exemples de mémoires limitatives, évidemment, ce serait les mémoires familiales. L'arrière-arrière-grand-père qui s'est senti abandonné, bien évidemment, ce n'est pas moi. Pourtant, si je discute avec cet arrière-arrière-grand-père qui s'est senti abandonné, il va m'expliquer la souffrance qu'il a vécue, il va me faire part de sa douleur, de ses besoins, etc. Il va me faire part d'un certain nombre d'informations. Si c'est une mémoire d'autre vie qui est convaincue d'être abandonnée, bien, celle est limitative puisqu'elle est animée par une programmation qui l'empêche d'envisager la vie autrement. Donc, évidemment, quand ces mémoires-là sont présentes en moi, vous comprendrez que ça veut dire que je résonne avec elles. Ça veut donc dire que moi-même, j'ai ce sentiment-là aussi. Je suis programmé aussi par la même impression d'abandon. Et c'est là, quelque part, qu'on doit développer une position de témoin pour être capable de discuter avec ces mémoires-là, avec ces personnages-là, pour être capable justement de comprendre qu'ils ont des choses à nous dire, puis que nous, bien évidemment, on peut donc apprendre à les connaître, apprendre à comprendre ce qu'ils ont, puis apprendre aussi donc à leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est là que justement, je vais aborder très bientôt là, donc, la déprogrammation qui va nous permettre donc de comprendre un peu plus la notion de soin qui va venir avec ça. Avant cela, je voulais juste simplement préciser que la mémoire limitative existe, mais une mémoire expansive également existe. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je dois comprendre que toute mémoire limitative, elle est programmée, donc elle est limitée dans sa conscience. La bonne nouvelle, et c'est là que la déprogrammation devient très intéressante, c'est que moi, en tant qu'être humain, je peux donner à ces mémoires programmées tout ce dont elles ont besoin dans l'instant présent pour qu'elles puissent se transformer. Et c'est là que je vais accéder à des mémoires expansives, c'est-à-dire que ce que je pourrais voir comme étant une limitation peut se transformer dans l'instant immédiat presque en
dans une mémoire expansive, dans quelque chose qui sortirait de la programmation. L'enfant qui se sent abandonné, je lui donne ce dont il a besoin et il ne devient plus abandonné. Il devient quelque part un enfant qui s'épanouit, qui commence à me montrer le chemin des potentiels évolutifs qui l'animaient et dont je n'étais pas capable d'accéder puisque je ne le voyais qu'être abandonné. Mais si je lui donne tout ce dont il a besoin pour ne plus être abandonné, il devient autre chose. Et cette autre chose-là me met en contact avec un potentiel évolutif qui va me permettre justement de voir le processus d'évolution prendre forme en moi. C'est-à-dire que plus je déprogramme cette mémoire-là, plus je constate que derrière ce comportement inhibé se cachaient des ressources que je n'avais pas conscientes et que je deviens de plus en plus capable d'accueillir en moi. Et c'est là que je commence à me rendre compte que finalement, j'ai une grandeur en moi que je n'avais pas vue. Parce que j'étais trop identifié à mes blessures, je ne voyais pas finalement l'adulte intelligent, sage, mature que j'étais. Et c'est là, évidemment, que l'idée de la déprémation va être très intéressante pour apporter justement l'opportunité de changer les perturbations énergétiques dans le champ énergétique concernant la santé, mais également dans tout ce qui s'appelle l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire de libérer les mémoires pour justement être de plus en plus en état de paix et d'harmonie avec son être quand on le fait sur soi ou vers un partenaire quand on le pratique sur quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'était donc la déprogrammation que j'aimerais maintenant aborder, c'est-à-dire que la pleine conscience intuitive permet de faire des lectures intuitives, donc d'établir des communications avec le rayonnement biolumineux des cellules qui m'animent ou celui d'un partenaire, mais on peut également aussi déprogrammer et la déprogrammation va consister justement de demander à l'information qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat. Ça peut être banal comme question, mais quand on y pense, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? C'est qu'on tend la main à l'information. Et tendre la main, ça veut dire finalement ne plus être identifié à un constat, mais de commencer à proposer quelque chose qui va amener un changement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je vous donne un exemple. Je me sens abandonné. OK? Je me sens abandonné. Je pourrais maintenant me renfermer dans ma chambre et rester pendant des jours et des jours enfermé dans ma chambre en me disant je me sens abandonné, pauvre de moi. Je serais complètement identifié à ma souffrance et à ma douleur. À partir du moment que je dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat, je suis en train de proposer à cet état émotionnel qui est en moi où je me sens abandonné l'opportunité de changer la condition, de changer la situation d'abandon pour amener une transformation. Et de quelle façon qu'on va pouvoir amener cette transformation? C'est en comprenant qu'on peut, par la pensée, créer des énergies qui vont répondre à des demandes qui animent l'énergie d'abandon qui est en moi, par exemple. Par exemple, l'énergie d'abandon pourrait me dire j'aurais besoin de courage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par mon pouvoir d'intention, je peux créer le courage. Je peux me référer à ma vie personnelle ou à me référer à des gens que j'ai vus, à des situations, à des scènes que j'ai rencontrées dans ma vie pour me reconnecter avec ce courage-là, de pouvoir justement donc transmettre le courage dans la lumière qui est en moi et ensuite la transmettre à l'énergie en question. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va constater que quand on fait ça, il y a vraiment une transformation dans la perception avec laquelle on est en contact. C'est-à-dire que l'enfant qui s'est censé abandonner, si je lui donne du courage, ben l'enfant va peut-être me montrer justement qu'il en a assez, quelque part, que je me laisse, par exemple, diminuer par mon entourage. Et là, ça va me confronter à me dire, oh, mon Dieu, c'est vrai que je me sens diminuer mon encourage, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Face à cet état-là. Et là, je vais donc, on pourrait me dire, ben, j'aurais besoin quelque part de tendresse, de douceur, parce que tu es dur avec toi. Je lui donne de la douceur. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir de nouvelles informations qui se manifesteraient à moi, qui me montreraient justement une personne qui s'affirme. Une personne qui s'affirme parce que justement, elle a envie maintenant de reconnaître son pouvoir d'expression. Elle a plein de choses qu'elle a envie de dire, mais elle n'ose pas le dire parce qu'elle ne veut pas déranger, elle ne veut pas blesser, elle ne veut pas faire du mal. Donc, elle se prive finalement de potentiel. Et plus on arrive justement à déprogrammer, plus on arrive à constater que dans notre champ énergétique, il y a une transformation qui s'effectue. Dans mon mode perceptif, je découvre finalement des ressources que je n'avais pas vues auparavant. Ces ressources-là amènent des transformations en moi, des changements qui me mettent en contact avec ma grandeur et qui me mettent dans une position où je reconnais la grandeur qui est en moi et me permet donc de l'incarner dans ma vie de tous les jours en amenant des changements dans ma vie. Donc, vous voyez que la déprogrammation a vraiment un aspect très intéressant parce qu'il me permet, d'une part, à me sortir d'un état de programmation dans lequel j'étais complètement limité dans ma conscience pour me découvrir que derrière tout ça, se cachent des ressources et des potentiels que je n'avais pas vus autrement. Et que maintenant que je les assume, que je les incarne, ben, m'amènent des transformations de plus en plus intéressantes et de plus en plus riches. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant tout ce que je viens de vous dire, parce que je parle déjà pas mal.
Et c'est des questions, bien évidemment, vous allez m'en faire part, puis ça va me faire plaisir de vous répondre concernant cela. Donc, la déprogrammation, c'est donc créer de l'information. Vous l'avez compris, si on me demande, bon, j'aurais besoin de courage, ben, ça veut donc dire quelque part que je vais donc me mettre en relation avec ce courage-là pour créer dans la lumière qui m'anime cette information-là. Et l'information va ensuite être retransmise et amener des transformations qui vont permettre cette actualisation du potentiel. Donc, il y a quelque chose de très intéressant et j'aimerais peut-être vous faire part justement de sur quoi repose cette déprogrammation-là. Et je vais vous présenter quelques étapes, quelques éléments de réflexion concernant ça. Donc, parce qu'on peut dire que la déprogrammation, c'est bien sympathique, ce que tu dis, on va inventer quelque chose, on l'envoie à quelqu'un, ça m'apparaît un peu simpliste. Hein? Ça pourrait être, évidemment, ça serait simpliste si on ne reconnaît pas la richesse du processus. La richesse du processus va se baser de quelle façon? Elle va se manifester quand moi, je suis capable de, premièrement, discuter avec les cellules de mon corps ou les discuter avec les cellules de mon partenaire, que je suis capable d'entendre le besoin qui est manifesté et que je suis capable d'ensuite de transmettre ce besoin-là. Alors, évidemment, il y a un apprentissage. C'est ça un peu la pleine conscience intuitive. La pratique de la pleine conscience intuitive consiste à développer l'apprentissage qui fait qu'on est capable de le faire. Et ce n'est pas quelque chose de si complexe que ça, mais il faut simplement être en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Et l'idée de ça, c'est pas de développer un élément théorique de ça en disant ça a du sens, ça n'a pas de sens. C'est de le pratiquer, c'est de le vérifier. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille à faire des lectures intuitives dans lesquelles j'observe ce phénomène-là. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti des vapes comme ça en me disant, ben oui, je vais parler de ça, puis ça va être comme ça. C'est vraiment basé sur la pratique et c'est ça qui devient intéressant parce qu'on comprend que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on pourrait dire que cette personne-là est perturbée. Ça pourrait être vous avez un blocage, monsieur, vous avez un blocage, madame. C'est sympathique à entendre, mais c'est pas sympathique, mais bon, c'est une information. Mais cette information, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fige. Ah, j'ai un blocage. Et je m'identifie à mon blocage. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est finalement de se sortir de cette position de blocage. Et la physique quantique, elle nous dit très bien que tout est en mouvement. Donc, quand on dit vous êtes bloqué, monsieur, ou vous êtes bloqué, madame, c'est comme si je prenais une photo et je montrais à la personne, je disais voici ce que tu es. C'est pas vrai. On n'est déjà plus ça. On est en transformation. Et surtout dans cet univers super lumineux-là, on est en mouvement. On est constamment dans le mouvement. Alors, ce mouvement-là, quelque part, le cerveau n'est pas capable de l'enregistrer. Mais dans la démarche intuitive, on est capable de reconnaître que tout est en mouvement. Et quand tout est en mouvement, ça veut donc dire qu'on est capable d'accompagner le mouvement pour favoriser ce mouvement-là et nous permettre de nous libérer de tout ce qui est figé en soi, de toute cette réalité matérielle qu'on a été habitué à reconnaître comme étant la seule vérité, la seule réalité. Alors, c'est comme ça qu'on apprend justement à se sortir de la transe, hein, pourrait-on dire, qui nous relie au monde matériel, pour nous sortir de cela et nous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus favorable. Donc, je vais vous présenter des éléments un petit peu, des petits éléments qui vont nous amener à faire des réflexions sur la richesse de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. La première chose qui est intéressante, c'est je vais vous parler de la cohérence cardiaque. Pourquoi parler de la cohérence cardiaque? Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur la cohérence cardiaque et ce qu'on a pu observer dans cette pratique-là, bien évidemment, la cohérence cardiaque, c'est que on a observé qu'il y avait le cerveau dans la tête, mais on a observé également que le cœur avait des étroites connexions nerveuses, neuronales, avec le cerveau. Donc, quand on a une tension dans notre cœur, cette tension-là va faire que le cœur va être moins flexible. Et quand il est moins flexible, ça veut donc dire quelque part que moi, je ne suis pas dans une position de détente. Je ne suis pas dans l'instant présent, en fait. Et pourquoi je ne suis pas dans l'instant présent? Parce que je suis dans l'appréhension de qu'est-ce qui pourrait arriver. Par exemple, si j'ai vécu l'abandon étant enfant, bien évidemment, quand je vais me présenter dans une situation où il y a plein de monde autour de moi, la première chose qui va arriver, c'est que mon corps va devenir, va pas être flexible, il va devenir rigide, puis il va avoir peur d'être abandonné. Donc, il va, à la limite, créer la réalité. Il va créer une situation d'abandon parce qu'il est tellement convaincu qu'il va être abandonné qu'il se retrouve dans une position où il n'est pas dans l'instant présent. Il est finalement figé par la peur de ce qu'il a vécu et parce qu'il est figé par la peur de ce qu'il a vécu, il va le reproduire. Donc, vous comprenez ici que l'idée, donc, de simplement pratiquer la cohérence cardiaque, qui est une technique respiratoire, hein, qui a plusieurs façons de faire, mais on peut dire, par exemple, le 3-6, hein, inspirer 3 secondes, expirer 6 secondes, ou simplement même de respirer dans notre cœur. C'est des façons qui favorisent la cohérence cardiaque. Mais comme il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, on a pu mettre en évidence
Vous voyez, comme le phénomène de cohérence, justement, c'est justement quand le cœur est dans un état de flexibilité, il y a donc un phénomène qu'on appelle la cohérence, justement. Le chaos, ben, c'est justement parce que le cœur est très, très tendu et que nos croyances, nos pensées, nos stress viennent perturber son fonctionnement. Et par la respiration, on a pu observer qu'on arrivait à avoir un impact sur notre cœur. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est intéressant de comprendre que par la simple respiration, on peut arriver à avoir un impact sur notre flexibilité cardiaque. On peut avoir un impact sur notre créativité, sur notre sensibilité, sur notre capacité à comprendre les autres, parce que justement, la cohérence cardiaque permet justement de favoriser le développement de l'intuition à un certain niveau. Mais elle permet quelque part de faire cela. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que la cohérence cardiaque, elle découle de quoi? Bien, elle découle des techniques de pranayama provenant de la tradition indienne. Elle découle également des pratiques chamaniques dans lesquelles le cœur est très impliqué pour développer la pratique intuitive. Donc, c'est une première chose, c'est qu'on comprend ici que par la cohérence cardiaque, on peut modifier un état d'une façon très rapide. Et pourquoi je dis ça? Mais parce qu'il existe une multitude d'appareils qui permettent de mesurer le degré de cohérence cardiaque et on peut donc le vérifier, de prendre un état naturel de nous-mêmes, de faire une mesure et ensuite on peut faire une mesure après avoir pratiqué la cohérence cardiaque et on va constater qu'il y a plusieurs éléments de transformation qui vont se produire dans le rythme de la cohérence cardiaque, mais également on peut observer aussi des transformations au niveau du système nerveux, au niveau même des chakras, des méridiens acupuncture, etc. Moi, j'ai un appareil qui permet de mesurer tout ça et on peut vraiment constater ça. J'ai une question ici. Dans le cas de l'abandon, il y a la peur constante de la perte, perte des êtres chers, perte d'un travail, perte de biens matériels. Pourquoi cette angoisse persiste? Bien, c'est évident quelque part que, tu sais, on parle d'abandon, maintenant on pourrait dire maintenant le deuil, tu vois? Quand on se sent abandonné quelque part, on peut effectivement être constamment dans l'idée qu'on ne veut pas être abandonné. On ne veut pas être abandonné, pourquoi? Mais parce que quelque part, on est dans l'abandon. Tu vois, parce que je me sens abandonné, donc je ne veux pas être abandonné. Alors, à un moment donné, quand on arrive à faire le deuil de ça, faire le deuil, ça veut dire quoi? C'est accepter l'abandon. Si j'accepte l'abandon, ça veut donc dire quelque part que je vis une situation de douleur, de souffrance, qui me permet de pouvoir ensuite actualiser cette volonté que j'ai de me dire, ben maintenant, j'ai envie à quelque part d'être moi. Parce que quand je suis dans cette peur de l'abandon, je ne suis pas moi. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis constamment en train de courir après l'autre pour ne pas être abandonné. Et c'est ça qui fait que je vais avoir peur, comme cette dame disait, je vais avoir peur de plein de choses. Parce que je vais être constamment dans l'effort de vouloir préserver l'idée que je ne veux pas être abandonné. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on va chercher à faire dans l'idée de l'angoisse ou l'abandon, c'est d'aller voir justement où se situe l'abandon ou l'angoisse en mon corps et que je vais prendre le temps donc de déplacer ma conscience pour mettre de la lumière sur cette région-là et de commencer à discuter avec l'angoisse ou la peur. Pourquoi elle est là? C'est quoi son message? C'est quoi sa raison d'être? Ensuite, je vais chercher à la déprogrammer en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour justement m'amener donc tout doucement à me sortir de l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est l'identification. Je suis identifié à l'angoisse, je suis identifié à la peur. Tant et longtemps que je suis identifié, je ne peux pas accéder à autre chose que ce à quoi je suis identifié. Quand je commence à me sortir de cette identification, ben, j'apprends justement à reconnaître que mon corps souhaite me communiquer quelque chose qui n'est pas de l'abandon, qui n'est pas de l'angoisse, qui est peut-être au contraire même de la frustration et du mécontentement. Peut-être que je me rends compte finalement que j'en ai marre, moi, justement, d'être angoissé et d'être abandonné. Parce que ces gens-là, quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Hein, c'est un peu comme, on pourrait dire, mais non, c'est pas bien ce que je viens de dire, mais quand on est un enfant, par exemple, on peut avoir des, un sentiment d'obligation à vouloir quelque part ne pas être abandonné, à vouloir faire tout ce qu'il faut pour que les gens nous apprécient, etc. Puis constater peut-être que les gens ne vont pas reconnaître tous les efforts que l'on fait. Donc, à quelque part, dans nous, ça devient angoissant parce qu'on se dit, mais merde, je fais plein d'efforts pour que ces gens-là m'aiment et que je ne me sens pas abandonné, puis finalement, je ne me sens pas aimé, je me sens pas quelque part qu'ils ne m'abandonnent pas, ces gens-là. Au contraire, j'ai l'impression de revivre l'abandon ou que je dois faire plein d'efforts pour essayer de ne pas être abandonné par eux, mais je me sens quand même abandonné. Alors, vous comprenez que plus on tombe dans cette espèce de cercle vicieux, plus on devient quelque part dans une position où on est finalement perdu, puisque l'expérience d'abandon va revenir tant et son temps qu'on ne va pas le lâcher.
Alors, c'est pour ça que la lecture intuitive va nous permettre de comprendre le besoin de l'abandon, hein, parce qu'il y a effectivement une raison d'être à l'abandon et il va nous faire nous amener à comprendre que derrière l'abandon, il y a une demande, un besoin qu'on va apprendre à donner. Et dans cette capacité de donner, il y a une transformation qui va se faire, qui va nous amener à nous rendre compte que notre cerveau va commencer à avoir des nouvelles connexions neuronales parce qu'il va nous donner accès à de nouveaux comportements, des nouvelles façons de nous concevoir, des nouvelles façons de nous regarder, des nouvelles façons de constater quelque part ce que l'on est, qui va nous amener à amener des changements dans notre vie. Et c'est ça, quelque part, que les programmations permettent de faire, c'est de nous sortir de nos transes pour nous donner accès à des potentiels évolutifs qui vont nous permettre d'actualiser un changement plus en accord et en harmonie avec soi. C'est ça un peu le principe de cela. L'autre élément dont j'aimerais vous parler, c'est la médecine quantique. La médecine quantique, ce qui est intéressant parce que c'est une médecine qui est controversée présentement, mais j'avais envie de l'aborder parce qu'il y a des éléments théoriques et pratiques de la médecine quantique qui viennent un peu confirmer la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est que ces appareils-là, finalement, qui sont des appareils qui ont été informatisés et qui ont donc une certaine capacité de comprendre l'être humain avec lequel ils sont en interrelation. Ce n'est pas un être humain. Pour moi, l'être humain, c'est un appareil quantique qui est très complexe, qui est très complet. Et plus on élargit notre champ de conscience et plus on est capable d'accueillir une somme d'informations de plus en plus importante. Et dans ce sens-là, bien évidemment, l'appareil médecine quantique, bien évidemment, c'est une façon aussi de concevoir. Donc, un appareil quantique, c'est un appareil qui est capable de capter un certain nombre d'informations d'un être humain. Et évidemment, la façon qu'ils vont soigner avec les appareils quantiques, c'est qu'ils vont transmettre de l'information pour amener des changements dans le champ énergétique de la personne, que ce soit au niveau de la santé physique, énergétique ou encore psycho-émotionnelle selon les appareils de médecine quantique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont simplement envoyer de l'information. L'information, ça se fait très rapidement, puis ils vont observer tout de suite après qu'est-ce que ça a généré dans le champ énergétique de la personne. Donc, grâce à l'appareil. Donc, je voulais vous parler de ça parce que ça veut donc dire finalement que nous-mêmes, on est un appareil de médecine quantique et on fonctionne sur ces mêmes principes-là et que la technique des programmations de la mémoire cellulaire repose un peu sur ce concept-là et qu'on peut donc jouer sur toutes les facettes de la santé grâce à cette façon de faire, en autant évidemment qu'on apprend justement à reconnaître de quelle façon que le corps réagit pour l'accompagner et favoriser donc un travail de guérison le plus important possible. L'autre élément, c'est le pouvoir de l'intention, dont j'avais bienvenue Marie-Cécile. Le pouvoir de l'intention, qui est un troisième aspect dont je voulais vous parler, puisque c'est intéressant de comprendre que les neurosciences mettent beaucoup en évidence que beaucoup de recherches qui ont été faites qui mettent en évidence le pouvoir de la pensée. Alors, le pouvoir de la pensée, c'est assez fascinant, c'est assez intéressant parce que ça rejoint beaucoup d'éléments dont j'ai parlé tantôt avec l'univers superlumineux. Par exemple, il y a des recherches qui ont démontré que, par exemple, simplement par le poids de la pensée, je pouvais transmettre des pensées bienveillantes envers une plante qui est à l'autre bout du monde et constater que cette plante qui reçoit des pensées bienveillantes va avoir une croissance beaucoup plus élevée que des plantes qui sont à côté d'elle et qui ne bénéficient pas de ces pensées bienveillantes-là. Donc, on peut comprendre ici que moi, par ma capacité de manifester la bienveillance envers une plante, ben, j'ai une influence sur celle-ci. Il y a d'autres recherches qui ont démontré qu'on pouvait avoir on pouvait transformer, on pouvait avoir des effets sur les cellules, par exemple, des cellules qui ont été isolées du corps humain et on pouvait constater qu'il y a des transformations qui s'effectuaient, encore une fois, avec des pensées bienveillantes. On peut comprendre ici, évidemment, l'autre aspect dont je voulais vous parler aussi, c'est avec le concept de la gratitude. Hein, c'est quelque chose qui est quand même très à la mode de parler de gratitude, hein, d'avoir une façon de regarder la vie avec gratitude. Alors, cette façon de regarder la vie avec gratitude, elle est reliée justement à cette capacité, encore une fois, de poser un regard justement bienveillant. Hein, finalement, envers la vie. Donc, j'aimais quelque part de la gratitude. Donc, j'aimais quelque chose de positif, finalement, envers l'univers. Et en faisant ça, ben, toute ma structure, finalement, j'aimais un champ énergétique plus lumineux, plus harmonieux. Et parce que j'aimais cela, ben, quelque part, j'ai une réponse aussi qui va être plus favorable également dans la vie. Donc, vous voyez que ces moyens-là que je vais vous présenter mettent tous en évidence que par la capacité de penser, je peux donc avoir un impact sur l'univers, sur le vivant, sur la matière, et que tout ça, bien, ça devient intéressant de comprendre tout ça parce que ça veut donc dire effectivement que j'ai un rôle à jouer en tant qu'être humain dans ma capacité à me soigner, pas juste par mes mains puis par la capacité de mettre de la lumière dans mon corps, mais vraiment aussi de reconnaître que j'ai une possibilité de comprendre en dedans de moi que je suis
un être conscient, un être créateur qui est capable de construire sa vie, de devenir créateur de sa vie grâce à cette capacité donc de modifier justement tout ce qui est limitatif chez lui pour accéder à sa réelle lumière, son réel potentiel. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre concernant euh, la déprogrammation. Peut-être un dernier élément dont j'aimerais vous parler, c'est à savoir justement que cette déprogrammation-là, ben, il y a des recherches qui ont démontré que le simple fait de, par exemple, faire une visualisation de répétitive de quelque chose, hein, ben, avait autant d'impact que si je le faisais réellement dans la réalité. OK? Peut-être pas pleinement, totalement le même impact, mais un bon pourcentage d'impact, qui est donc intéressant de comprendre ici que le poids de la pensée, si on apprend justement à le domestiquer, je dirais, à développer à quelque part donc une forme de répétition, une capacité donc de répéter quelque chose, bien évidemment, ça amène dans ma conscience, dans mon champ énergétique, des transformations internes dans mon corps qui vont avoir un impact dans ma réalité terrestre par la suite. Hein, par exemple, si j'apprends justement, moi, à développer une certaine forme de, comment dire, de pratique régulière, par exemple de méditation, pratique régulière de cohérence cardiaque, une pratique régulière d'intuition, pratique régulière de déprogrammation, pratique régulière de soins, ben, quelque part, ce que je suis en train de faire, c'est d'apprendre justement à donner à mon corps, ma conscience, une certaine habitude qui va l'amener à se sentir de plus en plus favorable, de plus en plus accessible aux changements qui sont en lui. Et on a compris ici que le cerveau, bien évidemment, dans la répétition est quelque chose de très important pour favoriser les connexions neuronales, pour amener une transformation, pour amener des prises de conscience. Donc, tout ça, finalement, va être très intéressant à reconnaître dans cette pratique de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Le troisième aspect que j'avais envie de partager avec vous, c'est la guérison. J'avais donc parlé de ça, la guérison chamanique. Il y a trois éléments dont je voulais vous parler de la guérison chamanique, parce que, bon, la guérison chamanique, il faut savoir dans un premier temps que le chamanisme existe dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. Donc, le chamanisme, c'est quelque chose de très complexe à aborder puisque les chamans abordaient à peu près tous les métiers du monde dans les villages de l'époque. Alors, évidemment, je vais vous parler de trois applications qu'on retrouve dans le chamanisme qui sont assez reconnues, qui vont nous permettre donc d'aborder la notion de soin, puisque je vous ai parlé tantôt de pleine conscience intuitive, donc c'est égal à lecture intuitive, déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Et là, je vais apporter trois types de soins qui vont compléter finalement cette habileté-là de pratiquer la pleine conscience intuitive. Donc, le soin énergétique pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que le soin énergétique? C'est cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain d'accumuler de la lumière. Accumuler de la lumière, ça veut dire effectivement que moi, en tant qu'être humain, je suis donc un être qui reçoit l'énergie tellurique de la Terre, l'énergie cosmique du ciel, et puis moi, ben, j'apprends justement à accumuler cette énergie-là pour qu'elle circule le plus harmonieusement possible en moi et que je sois capable ensuite de prendre cette lumière-là et de la diriger sur une région de mon corps que je perçois comme étant déficiente ou que je puisse la diriger sur un partenaire qui a des besoins particuliers au niveau de cette répartition lumineuse dans son propre corps. Qu'est-ce qui va se passer quand je transmets de la lumière? Bien évidemment, si je transmets de la lumière, il va y avoir des transformations dans le champ énergétique de la personne ou de moi-même. Pour moi, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ce qui est le plus important, c'est que quand on fait un travail de soin énergétique, on doit être capable de comprendre que la lumière que je transmets envers moi-même ou envers un partenaire va amener des transformations. Donc, ça va m'amener donc à utiliser la lecture intuitive pour comprendre la transformation, au besoin de déprogrammer pour libérer les programmations limitatives qui animent le champ énergétique et ensuite de rétablir par la lumière pour qu'effectivement, il y ait un travail de plus en plus équilibrant et harmonieux qui se manifeste dans le champ énergétique de la personne. Donc, pour moi, la pleine conscience intuitive, c'est être pleinement conscient de ce que l'on fait lorsqu'on effectue un travail d'auto-guérison ou un travail de soin sur un partenaire. Et ça veut dire que quand j'envoie de la lumière vers une personne, mais cette lumière-là, quelque part, ben, elle va la recevoir d'une certaine façon. Et pourquoi? Mais parce que cette personne-là, elle a appris à se protéger. De quoi? De la vie. Et malheureusement, on a tous un peu peur de la vie parce que quelque part, il y a des expériences dans notre vie, dans notre histoire de vie, qui ont provoqué des traumatismes, qui ont fait que dans mon corps, c'est coupé de la vie. On a coupé des régions de notre corps pour ne pas permettre à la vie de circuler en nous parce qu'effectivement, elle faisait trop mal. Donc, le travail énergétique va nous permettre de rétablir ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, cette façon de procéder, ben, elle est intéressante, mais en même temps, elle va nous obliger à devenir conscients que les blocages qu'on a manifestés dans notre vie à notre insu, ben, il va falloir maintenant faire la paix avec eux. Il y a une question, je pense, Didier.
je vais poursuivre. En tout cas, si Didier, tu as une question, parce que je voyais qu'il y a une question qui était amenée. OK, d'accord, c'est bon. OK, donc ça, c'était pour le soin énergétique. Donc, vous comprendrez quelque part que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, le soin énergétique se combine à la lecture intuitive et la déprogrammation pour arriver effectivement à comprendre ce qui anime la personne. Et quand il y a des blocages énergétiques que l'on perçoit dans le soin, ben, on va effectivement prendre le temps de faire une lecture intuitive, déprogrammation et soin pour amener justement une transformation à prendre forme. C'est comme ça qu'on va procéder. Et l'objectif ultime, c'est de permettre à l'individu de retrouver sa lumière, la lumière pure de la mémoire. C'est-à-dire qu'on est libéré de la mémoire. Les mémoires de quoi? Ben, la mémoire de notre histoire personnelle, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, du potentiel futur inadéquat. On apprend justement à renouer contact justement avec une forme d'alignement qui nous permet d'être vraiment en accord avec l'essence fondamentale de qui nous sommes. C'est vraiment comme ça qu'on va chercher à travailler la pleine conscience intuitive concernant le soin énergétique qui va contribuer donc à amener une plus grande potentielle santé. Ensuite, il y a là donc la perte de l'âme, qui est un deuxième aspect dont je voulais vous parler. La perte de l'âme, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans la guérison chamanique. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on observe quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que la perte de l'âme, c'est on constate qu'un être humain peut avoir perdu perdu son âme, perdu des morceaux de son âme, finalement. Et puis, évidemment, qu'est-ce que c'est ces morceaux de son âme-là? Bien évidemment, c'est que dans le champ énergétique, il y a des mémoires. Alors, les mémoires, finalement, sont pour moi des pertes de l'âme, c'est-à-dire que ce sont les morceaux de ma conscience qui se sont dissociés de mon être, parce que je ne voulais plus être en contact avec ces énergies-là, parce qu'elles me faisaient trop mal. Un peu comme l'expérience de l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. Ben, quelque part, si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, je vais peut-être finalement fait en sorte de me dissocier de cette mémoire-là. Et, la perte de l'âme, bien évidemment, ça consiste à renouer contact avec cet enfant-là pour apprendre à écouter ce qu'il a à nous dire, sa raison d'être, de chercher à le déprogrammer pour le libérer de sa programmation et de finalement rétablir la circulation énergétique pour qu'il y ait une réunification qui se fasse dans le champ énergétique, amenant donc une récupération de l'âme en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire concernant ça. Alors, c'est intéressant de comprendre ici que cette idée de récupération, ça veut donc dire finalement que moi, en tant qu'être humain, dans mon champ énergétique, j'ai un ensemble d'informations dont je me suis coupé, dont je me suis dissocié. Pourquoi? Mais parce que quelque part, ça faisait trop mal. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens atteints de psychiatrie à un moment donné, atteints de maladie mentale, plutôt. Et ce que j'ai constaté chez ces personnes-là, c'est que les dissociations sont tellement devenues fortes en eux qu'ils ne sont pas capables de refaire une identité d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont comme morcelés. Ils n'arrivent pas à récupérer les différentes pièces qui les animent. Et de cette façon-là, évidemment, ils ne sont pas capables de trouver un équilibre psychologique à prendre forme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans ce type de situation-là. Donc, évidemment, le travail consiste justement à permettre à l'individu de renouer contact avec les blessures de l'âme pour arriver justement à réparer ça, puis reconstruire son identité. C'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire à ce sujet-là. Le troisième aspect qui touche la guérison chamanique, que je vais vous parler, qui est un petit peu plus sensible comme sujet, puisque c'est souvent quelque chose de controversé quand on aborde ce sujet-là, c'est l'exorcisme. Pourquoi je l'aborde? Mais parce que c'est dans l'information que j'ai reçue, l'exorcisme avait un apport important. Dans la guérison chamanique, on retrouve quand même l'exorcisme comme étant aussi un type de soin assez significatif. Et j'avais envie de l'aborder pour peut-être mieux le comprendre, pour vous aider peut-être à mieux comprendre, parce que moi-même, j'avais énormément peur de l'exorcisme après la formation que j'avais suivie. J'avais été moi-même exorcisé à l'époque, etc. Puis bon, j'avais une espèce d'appréhension envers cet univers, ce monde-là. Je ne le comprenais pas. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose, ben, on reste un peu comme... j'avais toujours le film L'exorcisme en tête, là, donc je n'arrivais pas à me rendre réceptif tant que ça. J'avais peur de ça. Et la vie est bien faite. J'ai été confronté donc avec plusieurs cas de gens qui se disaient possédés. Et ça m'a permis donc de faire un travail sur eux puis de comprendre à quelque part davantage les mécanismes qui permettent de comprendre davantage ce que c'est. Alors, l'exercice, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est que moi, je vous disais tantôt que moi, en tant qu'individu, j'ai appris à me dissocier. Tout comme vous, on est tous dans ce processus-là et notre travail consiste à se réunifier à soi-même. Supposons maintenant qu'il arrive une situation où moi, je me retrouve dans une position où j'ai donc l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. Et cet enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, il y a une grosse charge émotionnelle qui est associée à ça. Et cette charge émotionnelle, elle est tellement fermée, je me suis tellement fermé à elle, qu'il n'est pas question que je reprenne contact avec ça. Et c'est là qu'il va arriver quelquefois une situation où il y a des résonances qui vont s'effectuer entre l'expérience d'abandon et des mémoires d'autres vies
d'expériences d'abandon ayant la même charge émotionnelle que la mienne. Alors moi, si je suis très chargé émotionnellement parlant et que la mémoire d'abandon est très chargée émotionnellement aussi, ça va augmenter la charge émotionnelle, ça va m'amplifier, ça va me donner un sentiment de conflit encore plus important. Et ce sentiment de conflit va entraîner donc un sentiment de dépersonnalisation. Je vais avoir l'impression quelque part qu'il y a une partie de moi qui ne m'habite pas. J'ai l'impression d'être envahi par quelque chose qui ne me convient, qui ne me ressemble pas. Et c'est là, évidemment, qu'on va constater effectivement des symptômes de dépersonnalisation. Et c'est là qu'on va constater effectivement ce qu'on peut appeler la possession. Mais il faut comprendre que cette notion de possession, d'où est-ce qu'elle vient? Bien, elle vient d'un désir que, de l'univers, hein, de nous dire, Sylvain, tu as une souffrance, on va t'aider justement à te réapproprier le droit de te la récupérer. Et comme c'est une souffrance qui est très importante, ben quelque part, tu résonnes avec des mémoires ayant des émotions très importantes aussi, du même type que toi. Donc, ça va finalement créer un processus d'amplification important qui va m'obliger donc à faire un travail encore plus important pour me dégager de tout ça. Donc, vous comprenez ici que la lecture intuitive va devenir importante parce qu'elle va me permettre de comprendre la nature de cette résonance-là qui existe. La déprogrammation va être d'autant plus importante qu'elle va me permettre de libérer la mémoire de la situation et va me permettre par la suite de faire un soin pour favoriser une circulation de plus en plus fluide et harmonieuse vis-à-vis la personne. Je vais vous donner un exemple de ça parce que j'avais une personne que j'ai rencontrée. Moi, tout ça s'est fait à distance à ce moment-là. C'est une personne qui habitait très loin de chez moi et elle avait donc un enfant qui faisait éclater des télévisions. Et ben, il faisait éclater les télévisions, c'est arrivé à 3 reprises. Et la mère, finalement, ben, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a été voir un médium qui lui avait dit, bon, de faire attention, cet enfant-là avait beaucoup de violence en lui, puis qu'elle allait peut-être même la tuer. Si, le médium lui avait dit quelque chose comme ça, ce qui m'apparaissait un petit peu vraiment pas très constructif, mais bon, le médium avait dit quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'elle m'appelait, un peu dans un état de panique. Et moi, j'avais donc fait un travail à distance sur cet enfant-là. Et ce que j'avais constaté, c'est que l'enfant avait énormément de colère en lui. Alors, pourquoi il y avait de la colère en lui? Ben, en faisant le travail, j'ai constaté effectivement qu'il y avait une résonance avec une mémoire d'autre vie d'un enfant, non pas d'un enfant, mais d'une scène dans l'époque du Moyen Âge, et dans lequel il y avait un homme, c'est pas le Moyen Âge, c'est plutôt la Renaissance, et il y avait donc un truc de cap et d'épée, c'est-à-dire qu'un homme devait se battre avec un autre homme pour une femme, ce qui arrive malheureusement quelquefois sur cette planète-ci. Et il s'est avéré justement que cet individu-là, qui s'est donc battu avec l'autre, ben, il a perdu. Et non pas, il n'a pas été tué, mais il a été humilié devant la femme, parce que la femme était là, elle voyait le combat. Donc, il a été vraiment ridiculisé par l'autre homme. Et évidemment, ça l'a amené quelque part à vouloir s'enlever la vie parce qu'il était incapable d'envisager de continuer à vivre après une telle humiliation. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire cette scène-là dans le processus? Quand j'ai fait le travail, je ne le savais pas moi-même, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire une lecture intuitive, à comprendre toute la situation que je viens de vous décrire, et j'ai cherché à déprogrammer. Déprogrammer, c'était de donner à cette information-là, quelque part, ce dont elle avait besoin pour se libérer du champ énergétique de l'enfant. Et quand j'ai fait ça, il est arrivé donc une libération. La scène a quitté le champ énergétique de la personne, et il est arrivé une autre scène. Et cette scène-là est importante, vous allez le comprendre, parce que justement, ce que je voyais, c'était l'enfant qui était humilié par un homme. Qui, je ne savais pas c'était qui, si c'était le père ou c'était un homme, en tout cas, je n'étais pas en mesure de le dire, mais ce que je voyais, c'était un homme qui humiliait l'enfant devant la mère. Et qu'évidemment, l'enfant se sentait impuissant, puis qu'il était absolument, il avait peut-être 12 ans à cette époque-là, et que je voyais que dès qu'il serait un peu plus vieux, ben, la première chose qu'il voudrait faire, c'est d'agresser cet homme-là, parce que cet homme-là, effectivement, le mettait dans une position de grande impuissance, de grande souffrance, de grande douleur. Puis, quelque part, c'était intenable pour lui parce qu'il était dans une position d'humiliation et c'est ça qui le mettait en colère. Il faut savoir que les phénomènes de poltergeist, hein, comme quand on fait éclater des télévisions, les parapsychologues ont mis en évidence que c'est souvent des gens qui ont des colères inhibées, refoulées en eux, qui font quelque part que ces colères refoulées en eux vont générer dans leur champ énergétique des tensions émotionnelles très fortes qui vont générer à quelque part donc des perturbations avec le courant, avec l'électricité. Et donc, il y a des phénomènes de lumière, des phénomènes de télévision qui vont éclater, des choses comme ça qui vont être observées. Donc, ça a été quelque chose qui est observé. Donc, évidemment, j'ai parlé avec la personne, avec la mère de l'enfant qui était, et je lui expliquais quelque part la situation.
Et quand je lui ai expliqué ce que j'avais vu, elle s'était mise à rire parce qu'elle me disait qu'effectivement, son compagnon, c'était pas le père de l'enfant, mais son compagnon faisait effectivement tout le temps ça, c'est-à-dire qu'il voulait tout le temps montrer à l'enfant qu'il était le plus fort, qu'il était celui qui allait être toujours le plus fort, puis que c'était lui le patron, etc. Et que l'enfant, évidemment, était en souffrance et que la mère ne savait pas trop comment réagir à ça. Et suite à ça, elle a décidé d'abandonner, de quitter cet homme-là. Moi, je n'avais pas nécessairement dit ça, mais elle a décidé de quitter cet homme-là. Et effectivement, par la suite, on s'est reparlé à plusieurs reprises et elle a pu donc revécu ce phénomène-là et elle a pu voir chez l'enfant aussi une transformation de son caractère parce que justement le stress et la souffrance qui est associée, qui était générée par la situation, ben, à quelque part, il a pu donc renouer contact avec ça. Donc ça, c'était un exemple que j'avais envie de vous transmettre concernant ça. Il y en a plusieurs autres, mais bon, on doit réduire un petit peu pour faire en sorte que tout soit fait dans les ordres et qu'on ne se termine pas trop tard non plus. Donc, s'il y a des questions, évidemment, ça me fera plaisir d'y répondre concernant ce genre de situation-là. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair concernant ça, parce que là, j'aurais pas mal complété l'ensemble de la conférence concernant les trois grands thèmes, donc lecture intuitive, déprogrammation et soins, et qui nous a permis de faire un petit tour d'horizon sur la pratique intuitive, énergétique, guérison, etc. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, on peut, s'il y a quelqu'un qui, évidemment, a des questions, n'hésitez pas. Habituellement, moi, je l'avais dit pour la conférence que je ferais une démonstration gratuite avec une personne de la salle virtuelle, bien sûr. Donc, s'il y a quelqu'un qui a de l'intérêt, bien évidemment, je pourrais donc faire ça avec une personne de la salle si elle le veut bien. Alors, ce qu'on va faire, Sylvain, si tu veux bien, donc les personnes qui sont intéressées pour faire une petite consultation avec Sylvain, indiquez votre email rapidement sur le chat de YouTube et je vous envoie en lien direct un lien pour vous connecter et vous joindre à nous dans notre studio virtuel. Donc, le premier ou la première qui dégaine sera sélectionné. Donc, allez-y. Et pendant ce temps-là, donc, on va passer quelques commentaires où on te remercie. Merci à toi, Coccinelle Coquelicot. Voilà. Merci, merci. Voilà, donc les personnes intéressées, le mail. Et je vous envoie en lien direct par mail. C'est très simple, hein, vous cliquez. Si vous avez une caméra et un micro, donc ayez un caméra micro. Donc si vous n'avez pas de caméra, pas de micro, ne donnez pas votre mail. Mais en fait, aussi, ce que je dirais, Didier, c'est que la personne pourrait très bien, je pourrais très bien ne pas la voir aussi. Hein. Si c'est plus facile, ça peut être. Donc ici, il y a Claude qui me dit super intéressant, merci. Donc, d'autres exemples concrets du vécu humain, de déprogrammations réussies ou exemples de guérison chamanique. Je peux vous parler d'une situation qui a été intéressante parce que ça s'est vécu dans un hôpital. Alors, évidemment, je travaillais dans un hôpital à cette époque-là, puis j'avais une infirmière qui avait une bonne collaboration avec moi. Et j'étais même dans le début des soins, que je commençais à faire des soins à cette époque-là. Et il y avait donc une personne qui avait été condamnée à mourir d'ici la prochaine année. C'était un peu la situation. Et puis, c'était donc une personne, évidemment, qui, à partir du moment qu'elle a reçu cette information-là, elle a été complètement abattue, évidemment. Elle ne sortait plus de son lit, elle dormait tout le temps, bon, etc. Et puis, l'infirmière en question lui a proposé donc que je fasse des soins envers elle, puis peut-être que ça pourrait l'aider, en tous les cas, face à la situation. Et on a donc entrepris ensemble une démarche. J'ai fait 3 soins avec cette dame-là dans l'hôpital. Donc, et puis, le premier soin, il y a eu des grosses réactions. Elle a eu des grosses réactions et des montées de fièvre, mais l'infirmière lui avait dit, si tu peux éviter de prendre la médication, essaye d'éviter ça pour permettre à ton corps de faire le travail de guérison nécessaire. Puis évidemment, les infirmières qui étaient là, ben, s'assuraient que tout était OK pour elle. Et finalement, il s'est avéré que la personne, ben, quelque part, après ce soin-là, ben, elle a tout de suite eu un regain d'énergie. Elle s'est remise, elle ne marchait plus. Hein. Donc, elle était diabétique très avancée et elle s'est retrouvée dans sur une chaise roulante. Et elle avait commencé à avoir une humeur qui changeait aussi. Et après, donc, le deuxième soin, troisième soin, bon, il y a eu donc une amélioration à chaque fois que je faisais un soin. Et puis, à quelque part, ben, on l'a revu, je pense que je l'avais revu, moi, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, quelque chose comme ça, où elle était finalement
toujours en vie, puis même plus que bien portante en plus, parce qu'elle avait même appris donc à développer elle vivait dans un endroit quelque part où elle pouvait justement fonctionner, travailler sans trop de problèmes, sans trop de difficultés suite à ça. Donc, vous voyez, ça, c'était une situation qui était intéressante, qui avait été bien intéressante. Une autre fois, ben, j'avais travaillé avec quelqu'un qui se disait possédé, justement, et qui avait donc, on lui disait, la personne qui m'avait référé, qui était sexologue, m'avait dit qu'il y avait 5 entités. Alors évidemment, 5 entités, wow, wow, elle avait bien peur de ça. Donc, elle m'avait transmis le contact et la personne était venue me rencontrer. Puis la première chose que j'avais observée, et c'est là que c'est intéressant de comprendre comment on se fait peur. Hein, on se fait peur, on crée des peurs. Hein. Cette personne était complètement médicamentée. Donc, elle avait absolument aucun danger, parce qu'à quelque part, elle était complètement droguée, d'une part. Et d'autre part, c'était quelqu'un de très gentil. Bon, il y avait 5 entités, dont Hitler. C'était ça qui lui faisait pas cette dame-là, c'est que Hitler lui faisait énormément peur. Et je vous raconte un peu la situation parce que c'est intéressant de comprendre comment des gens, par des croyances ésotériques, quelquefois, peuvent craindre quelque part des choses, finalement, puis créer des problèmes qui font qu'on ne reçoit pas la personne. Et quand on n'a pas quelqu'un, on ne reçoit pas la personne, on a peur de la situation, on va appréhender les choses, on va la regarder avec des yeux peut-être même jugeants à la limite. Et moi, ce que j'avais vu, cette personne-là, évidemment, quand j'ai fait la lecture intuitive, c'est une personne qui était très concrète, très simple. C'était pas quelqu'un de compliqué, mais qui finalement avait pris énormément de drogue. Et ça, c'est un élément souvent qui est fréquent dans les cas de situations de problèmes psychologiques, hein, et également aussi de possession. Souvent, de la drogue, l'alcool, des situations de traumatisme importants vont jouer beaucoup dans ces genres de situations-là. Et puis, cet homme-là avait donc pris beaucoup de drogue et il y avait un frère jumeau qui était mort dans une église d'une overdose de cocaïne. Alors, vous comprendrez que cet homme-là, chaque fois qu'il entendait les cloches, il avait quelque part donc identifié justement une souffrance, la souffrance de la perte de son frère, et il devenait un peu fou à ce moment-là, puis il commençait à se dire qu'il était Hitler et qu'il voulait tuer tous les Juifs. Alors, on pourrait dire, mon Dieu, il est possédé par Hitler, mon Dieu, appelons la police, sortons l'eau bénite, la croix, tout ce que vous voulez. Et puis, quand j'ai fait l'analyse, l'évaluation de cette personne, ce que j'ai vu, c'est que c'est une personne qui était morcelée. C'est-à-dire que la drogue va souvent morceler la conscience. C'est-à-dire qu'on va constater que la personne ne va plus être une personne unique. Elle va finalement être plusieurs manifestations qui sont disparates d'elle-même. Alors, il y avait Hitler qui était là. Il y avait une autre qui était un peu plus comique, je trouve. Il était en résonance avec la sœur de Céline Dion. Alors, Céline Dion, c'est une célèbre chanteuse du Québec. Je pense que tout le monde la connaît et qui est internationale maintenant. Mais c'était la sœur de Céline Dion qui lui disait que Céline Dion voulait lui faire l'amour avec lui. Alors, quand il avait donc des situations où il avait un désir pour une femme, parce qu'il était marié, hein, il avait un désir pour une femme, il se sentait coupable. Et là, il y avait cette voix-là qui se manifestait. Alors, vous voyez qu'il avait donc développé finalement une situation où il était tellement morcelé que tous ses désirs, ses émotions se manifestaient à travers des personnages que lui identifiait comme étant pas lui parce qu'il n'avait pas cette capacité de se ramasser en une seule pièce, parce que quelque part, il n'arrivait pas donc à trouver le moyen de s'unifier, parce que s'unifier impliquait qu'il aurait fait une démarche donc d'harmonisation avec lui-même qu'il n'était pas en mesure de faire. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Puis à l'intérieur d'un soin, je me rappelle qu'on avait fait un soin et cette personne-là, quelque part, avait retrouvé un équilibre important. Sa femme en avait parlé et tout ça. Elle avait vraiment retrouvé une zone d'équilibre plus importante suite à seulement un soin. Donc, évidemment, moi, je trouve la notion de guérison, pour moi, est une notion relative. C'est-à-dire que finalement, la guérison, c'est quelque chose on doit s'accompagner dans une démarche de guérison. On n'est pas simplement quelqu'un qui va se dire, ben voilà, je suis guéri. Hein, je suis guéri, oui, mais guéri de quoi? Hein, tu es guéri de quelque chose. La vie est quelque part, on va tous un jour mourir. Donc, l'idée, c'est de cultiver la santé, de cultiver la vie. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en se disant, ben voilà, maintenant, je suis terminal, je vais mourir dans une semaine, ben, je vais aller voir un guérisseur. C'est pas ça la logique. La logique, c'est finalement comprendre que l'idée de la santé, c'est de prendre conscience qu'on a une responsabilité face à nous-mêmes et qu'on doit gérer ce potentiel santé en soi. Et c'est comme ça qu'on va cultiver la santé. Je pense que c'est important de bien comprendre cela. Donc, Didier, est-ce que tu as quelqu'un qui va venir finalement ou pas? Non, non, Sylvain. Donc, on OK. n'a pas de volontaire. Donc, on va en profiter pour annoncer
Et si tu veux bien les commenter peut-être pour nos participants. Donc, ta tournée que tu vas faire en Europe. Oui, oui, finalement, c'est comme pour ceux qui auraient de l'intérêt pour découvrir la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a donc des week-ends qui vont avoir lieu dans lesquels la pratique de l'enseignement de la pleine conscience intuitive va être proposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 2 jours, on explore la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins énergétiques, tant sur soi-même que sur un partenaire. C'est ça un peu l'intérêt de ce week-end-là. C'est un week-end qui est très pratique, très concret et qui fait que vous ressortez de là avec des moyens pour travailler sur vous-même et sur un partenaire, ce qui ne veut pas dire que travailler sur un partenaire veut dire que vous voulez être un professionnel là-dedans, mais ça veut dire simplement que vous voulez quelque part comprendre comment fonctionnent les méthodes et de quelle façon que vous pouvez aussi aider votre entourage, parce que c'est aussi ça, finalement, que la pleine conscience intuitive permet. C'est pas de, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir donc donner des outils, des moyens à notre entourage pour qu'il puisse se sentir mieux. Donc, si vous avez de l'intérêt, bien évidemment, je vais être à Nantes le 21-22 octobre pour ce week-end-là, à Paris le 28-29 octobre et à Bulle en Suisse le 25-26 novembre. Pour ceux qui pourraient y trouver un intérêt, peut-être même pour des gens de Nice, il y a un week-end en ligne qui va avoir lieu le 4 et 5 novembre et il est un peu moins cher que les week-ends en présentiel. C'est 250 € pour les week-ends en présentiel. En Suisse, c'est 300 francs suisses. Et pour celui donc en ligne, c'est 200 € au lieu de 250 €. Donc, parce qu'évidemment, il n'y a pas de frais. Hein, on se retrouve dans une position où on peut donner un enseignement avec une certaine facilité, il n'y a pas de salle à louer, etc. Donc, j'ai accepté donc de faire cette réduction-là pour favoriser aussi, encore une fois, l'idée de vouloir suivre l'enseignement. Puis, il est possible de faire qu'une journée. Hein, donc, pour chacun de ces enseignements-là que je vous ai proposés, il y a des gens qui peuvent avoir envie de faire qu'une journée. Chaque journée est autonome. La première journée, c'est vraiment la mission de vie de transformation de l'être. Et la deuxième journée, c'est davantage déprogrammation et auto-guérison. Donc, c'est les deux thèmes qui sont autonomes, hein, c'est-à-dire que vous avez des thèmes, si vous faites qu'une journée, ben, vous allez vraiment rien manquer pour la journée en question, mais évidemment, les 2 journées sont complémentaires, donc elles proposent un enseignement complet et une journée, ben, ça vous donne quand même un apport quand même de pratiques intéressantes sur des thèmes particuliers. Puis évidemment, il y a des consultations, comme je vous voyez ici sur le petit bandeau, il y a des consultations disponibles. Moi, j'en fais en présentiel, évidemment, dans les villes que je vais être présent, mais également, ça existe en ligne. Comme je vous dis, ma principale façon de travailler au niveau des consultations, c'est beaucoup en ligne actuellement. C'est devenu comme ça parce que je travaille beaucoup quand je suis en déplacement, tout ça, ça devient plus facile de le faire comme ça. Mais bien sûr que les consultations en présentiel existent et ceux qui sont intéressés, bien évidemment, peuvent me contacter pour regarder les possibilités dans les différentes villes dans lesquelles je serai présent. Il y a également les livres. Peut-être qu'il y a donc ce livre-ci qui touche l'aspect pratique, donc les gens pourraient être intéressés à le découvrir. C'est Décollage intuitif et soins psycho-énergétiques grâce à la pleine conscience intuitive. Alors, c'est un livre très pratique, c'est une réédition. Donc, c'est tout récent qu'il a été sorti. J'ai ajouté une trentaine de pages, je pense, pour l'actualiser et donc proposer un livre très pratique. Ça vous présente les méthodes. Alors, vous pouvez l'avoir par l'école ou encore par Amazon. C'est un livre qui finalement vous donne les clés de la pratique intuitive. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui voudraient découvrir la méthode. Vous avez également un livre qui s'appelle ici Découvrir votre spirale évolutive, qui est le livre le plus récent qui a été écrit de ma part. Il y a également un livre qui s'appelle Spirale évolutive en bref, qui est un livre un peu plus sommaire, mais celui-ci, c'est un livre qui présente donc les grandes blessures émotionnelles de l'âme et les 56 états de conscience principaux dont se compose l'humanité, qui sont associés donc au chakra, au développement des chakras et à l'éveil spirituel. Donc, c'est un livre très complet. Vous voyez, c'est un livre de 700 pages. Hein. Donc, c'est un livre qui vous présente vraiment l'ensemble d'une grille de lecture que j'ai développée avec les années, que je transmets dans ce livre-là pour aider aussi les gens qui veulent faire une démarche plus complète pour mieux comprendre le développement humain et mieux se comprendre aussi grâce à ce livre-là qui vous permet de faire un genre de profil de votre spirale évolutive, de votre développement des chakras grâce à ce livre-là qui ne parle pas tellement d'intuition, mais c'est un livre qui vous parle de l'aspect intuitif, mais le livre vous permet de le faire simplement en évaluant la résonance que vous avez avec les lectures que vous faites dans le livre. Donc, évidemment, il y a un enseignement dans lequel on apprend à développer la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins avec la spirale évolutive, qui est un livre, il n'y a pas de livres qui sont encore sortis là-dessus, mais ce livre-là, donc, vous présente la grille de lecture. Vous avez également le messager.
qui est un petit livre que j'ai oublié d'avoir avec moi, qui est un petit récit initiatique qui est très intéressant, qui est très vivant et qui vous permet de découvrir un petit peu la raison pourquoi on doit apprendre à travailler sur la pleine conscience intuitive pour se libérer de la mémoire. C'est un peu le thème. Et il y a un livre qui va être réédité bientôt, mais qui s'appelle donc L'écoute imaginaire, mais ça va être la pleine conscience intuitive. L'écoute imaginaire étant la première appellation que j'ai donnée à ce livre-là, évidemment, c'est les fondements théoriques de l'approche. Donc, vous pouvez l'avoir en version PDF, c'est pour ça que je vous le présente. Mais évidemment, la version physique ne sera pas disponible avant un certain temps, puisque je suis en train de le réécrire, ce livre-là. C'est un livre qui a un certain âge quand même. Donc, voilà. J'ai vu quelque chose, une question passée peut-être. Quel est le coût d'une consultation par téléphone? C'est 75 € pour 1 heure. C'est enregistré, donc vous pouvez vraiment réécouter la consultation par la suite pour pouvoir justement intégrer le contenu, parce que c'est ça qui est important. Le week-end à Nice a été malheureusement annulé, effectivement, il était en présentiel, sauf que maintenant, bon, ce que j'ai choisi de proposer, c'est un enseignement en ligne qui aurait lieu donc au mois de novembre, le 4 et 5 novembre, je crois. Voilà, pour remplacer ça. Donc, évidemment, si vous êtes prêt à vous déplacer à Nantes, à Paris ou à Bulle en Suisse, bien évidemment, ça me fera plaisir, évidemment, de vous y rencontrer. Mais c'est ça, c'est un peu la situation par rapport à cela. Puis, il y avait quelqu'un qui parlait d'une... J'ai vu une question passer, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais bon, qu'importe. C'était concernant l'abandon, il me semble, quelque chose comme ça. Mais ça ne me vient plus. Alors, c'était une petite plaisanterie de nos participants, puisque certains nous manifestaient leur désarroi vis-à-vis des emails qu'ils auraient mis dans le chat de YouTube et qu'ils n'auraient pas été sélectionnés. Donc, c'était en ça qu'ils plaisantaient sur l'abandon. Voilà, d'accord. on n'a pas été sélectionnés, donc ils nous font bosser la blessure de l'abandon. Voilà. D'accord, je vois bien. Donc, les amis, effectivement, sur le chat de YouTube, je ne vois pas vos emails. Je vous ai demandé de m'envoyer l'email directement sur le chat. Moi, je ne les ai pas, en tout cas. Et donc, Sylvain, tu as encore 2 minutes pour quelques minutes pour quelqu'un. Alors, envoyez bien clairement votre mail sur le chat de YouTube, dans le commentaire. Vous mettez juste votre adresse mail. Je fais un copier-coller. Je vous envoie un lien sur le mail. Donc, il faut être connecté à votre mail et avoir un micro et une caméra si possible. Voilà, on vous laisse quelques petites secondes. Donc, on a fait un bon petit tour de tout ça. Effectivement, comme on l'a dit en introduction, donc la venue de Sylvain à Nice a été annulée, voire remise. On pourra bien sûr réinviter Sylvain avec plaisir l'année prochaine. Mais donc, Sylvain gentiment a mis en place un programme en ligne pour compenser cette non-venue à Nice. Voilà, donc on attend quelques petites secondes. Alors, ce n'est pas de dire tu as le mien, je ne vais pas chercher dans les désinscrits, mettez-le votre mail dans le commentaire, les amis. Sinon, c'est trop long. Donc, vous faites juste vous taper votre mail et à ce moment-là, on fait un copier-coller, on vous envoie le lien. Voilà, ben, s'il n'y a personne qui dégaine à ce moment-là. Alors, Mélanie, qui est intéressée, donc, voilà, donc bon, visiblement, tout le monde a guéri sa blessure d'abandon. Donc, c'est parfait. Ben oui, j'en suis très heureux. Bravo, c'est une très grande performance thérapeutique, Sylvain. Donc, une grande guérison chamanique et collective. Alors, ça a l'air de bugger le chat. Voilà. Ah, ben voilà, j'ai Mike Check. Alors, Mike, voilà, Mike, ça y est, Michael t'abonne. Mike, je vais t'envoyer le lien. Donc, si tu veux bien, tu vas pouvoir nous rejoindre sur le plateau virtuel. Donc, je t'envoie à la seconde un lien. Tu cliques sur ce lien et tu seras avec nous sur le studio virtuel. Donc, voilà, Mike, tu as bien fait de m'envoyer le mail en direct. Voilà, on te laisse quelques secondes pour apparaître. Voilà, donc il y a peut-être des petits bugs sur YouTube. Sinon, envoyez
envoyez un mail directement sur l'association, hein, donc asso.luminam@gmail.com, en mail direct. Hein, donc le lien, on ne peut pas le donner à tout le monde parce qu'on ne peut pas vous inviter tous sur le studio virtuel. Donc on va sélectionner le premier qui vient. Hein. Donc Marie-Odile, on ne peut pas donner le lien comme ça à tout le monde. Hein, sinon, ça serait la cacophonie. Et désolé Marie-Cécile, on n'a pas vu passer les mails. Donc sur le chat de YouTube, hein, tu peux regarder. En tout cas, moi et Sylvain, nous ne les voyons pas. Non. Donc le seul qui m'a répondu en mail direct, c'est Mike. Alors, Cécile. Alors, il y a Cécile aussi. Donc, Cécile, je vais te répondre aussi. Je t'envoie le lien. Voilà. Donc, on est en live là, hein, donc on gère en direct. Voilà, donc Cécile ou Mike, vous avez le lien. Marie-Cécile également, tu as reçu le lien par mail. Regarde ton mail et vous avez juste à cliquer sur ce lien, les amis, et avoir un micro au minimum et une caméra si possible, c'est plus convivial. Bon, à condition que vous soyez habillé décemment. C'est l'avantage de ces réunions Ouais, virtuelles, hein. On peut être en pyjama ou voilà. ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est pour ça Ça qu'il m'est faut. déjà arrivé d'ailleurs de voir des gens en pyjama dans des salles, dans des conférences Zoom, des choses comme ça. Ils sont sur la caméra, mais tu les vois en pyjama. Exactement. Voilà, donc on va attendre 2 petites secondes et puis si c'est pas le cas, eh bien on mettra fin voilà, au deal aussi. Donc Odile, allez, Odile, je te réponds aussi. Tac, voilà, Odile, tu as reçu le lien. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien, les amis. C'est très simple, ça prend 1 seconde. Vous ouvrez votre boîte mail, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous êtes invité dans notre studio virtuel. Voilà, donc toujours personne qui se présente. Mhm. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu veux, Sylvain, qu'on demande une question écrite à ce moment-là ou Ouais, ça ouais, te va? bien sûr. Ben ouais, ça peut être plus facile, ouais. Voilà, donc les amis, hein, pour ceux qui tapent rapidement les bons en dactylo, c'est le moment d'y aller. Donc, essayez de poser une question personnelle à Sylvain, hein, donc via le chat de YouTube ou de Facebook, et on va pouvoir la publier directement. Voilà, donc Mélanie. C'est l'avantage de ces soirées. Voilà, donc Marie-Cécile en dégaine. Alors, je vérifie sur les mails. Voilà, Mélanie, hop, je t'envoie le lien aussi. Marie-Grâce, je t'envoie le lien aussi. Voilà, donc, voilà, j'ai Odile. Allez, c'est parti. Odile, coucou Odile, comment tu vas? Salut Didier, ça va bien. Salut. Voilà, donc vous voyez les amis, ça ne bug pas, ça marche même très bien. Ça bug un petit peu. C'est arrivé. Pas de mauvais commentaires, Odile, sinon je te supprime, hein. Allez, donc, si tu veux bien, avec Sylvain, donc, si tu as un petit commentaire à faire. Et Odile. Allez, c'est parti. Odile, coucou Odile, comment tu vas? Ça va, salut Didier. Ça va bien. Salut. Voilà, donc, vous voyez les amis, ça ne bug pas, ça marche très Il faudrait bien. que le son soit coupé de ton côté, Edil. Pas de mauvais commentaires, Odile, sinon je te supprime, hein. Allez, donc, si tu veux bien. Faudrait que tu coupes le son, Edil, je crois. Ouais. Si tu as un petit commentaire à faire. Voilà. Vous voyez les amis, ça ne bug pas, ça marche. Faudrait que- Le micro marche. Bonsoir.
t'entends plus. Didier, ton micro n'est pas activé. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Moi, je t'entends, Cécile. Bonsoir. D'accord, bonsoir. Didier, Bonsoir. ton micro n'est pas activé, Didier. Ouais, exact. Donc, Ouais. Donc, j'avais coupé pour permettre aux auditeurs de passer. Donc, Cécile, bienvenue. Voilà, Merci. tu es en direct avec nous et Sylvain est ici pour répondre à ta question. Vas-y. D'accord. Bonsoir Sylvain. bonsoir, Cécile. Alors, je me suis préparé une petite question dans ces 10 minutes un petit peu d'attente. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi dans la relation à deux, même si j'ai identifié le jumeau, enfin tout un processus, pourquoi je me défocalise si rapidement. C'est-à-dire, je me dissous. C'est comme je me dissolvais dans la relation à deux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement focalisée sur l'autre que du coup, je me perds de vue dans mes besoins, OK. dans mes avis, dans mes attentes à l'instant présent. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire les deux en même temps, à être à la fois avec l'autre et à la fois avec moi. Mhm. D'accord, mais c'est une bonne question. Puis c'est malheureusement une question qu'on retrouve souvent. Ça touche la notion de fusion. Tu sais, les fusionnels, à quelque part, sont souvent des gens qui ont, tu sais, quand on parle d'intuition, par exemple, les intuitifs ou les sensibles, en fait, hein, ont leur frontière corporelle est moins définie. Et comme elles sont moins définies, bien évidemment, elles sont davantage reliées aux autres, hein, ils se perdent dans les autres, finalement. Là, c'est théorique ce que je disais, je ne te parle pas de toi comme tel, mais là, maintenant, je vais regarder Mhm. intuitivement ce que je perçois de toi, Cécile. Mais tu vois, la première chose que je te dirais, tu sais, c'est euh, je ne veux pas mourir, tu vois. Alors, pourquoi ça vient faire, qu'est-ce que ça vient faire, cette notion de pourquoi je ne veux pas mourir? J'ai l'impression quelque part que dans ta tête à toi, dans ta conscience, finalement, l'idée d'être en relation avec quelqu'un, c'est de te mettre dans une position où quand tu es avec quelqu'un, c'est un peu comme si tu te perdais dans l'autre, comme tu le décrivais tantôt, puis que tu n'arrives pas justement à renouer contact avec toi, parce que si tu renoues contact avec toi, c'est comme si je sentais qu'il y a énormément de pleurs, de tristesse qui se manifestait, et une impression justement, euh, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui deviendrait un peu comme un enfant. Tu sais, un enfant, c'est un peu comme un bébé Lala, en quelque part, qui se mettrait à pleurer en se disant j'ai le droit d'exister, j'ai envie d'exister, je me fous de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai envie à quelque part de reconnecter avec qui je suis véritablement. Tu sais, comme si à quelque part, je sentais qu'il y avait une forme de. Tu sais, un peu comme un enfant rebelle. Un enfant rebelle qui refuse justement de, de se retrouver dans les bras de l'autre, tu vois. Et j'ai l'impression finalement que le seul moyen pour toi que tu as trouvé pour ne pas être dans cet état-là, c'est de te perdre dans l'autre parce que justement, si tu osais te reconnaître, ben, quelque part, ça voudrait dire justement que tu refuserais l'autre et ça, c'est pas ça que tu veux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. On l'a perdu, je crois. Hein? Oui, on l'a perdu, oui, oui, oui. Mm. On l'a perdu. Donc, peut-être laisser le commentaire. Ouais, ouais, peut-être qu'elle peut déjà nous dire Voilà, quelque elle chose. pourra, elle pourra le revoir via le replay. Mm. Voilà, alors peut-être une dernière petite question. Hein, donc, on a ici Pascaline. Est-ce que tu pourrais avoir une petite intuition pour Pascaline à lui partager? Pascaline. Pascaline, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que en tant que mère, bien sûr qu'on peut avoir la volonté de tendre la main vers un enfant, vers un fils, pour essayer justement de répondre, pour être en harmonie, etc. Mais quelquefois, un fils a besoin d'autorité. Un fils ou une fille hein, a besoin d'autorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement tout le temps être dans une forme d'adaptation, d'ouverture, d'accueil envers quelqu'un. On doit aussi manifester une autorité. L'autorité, c'est comme finalement manifester une certaine forme de force, de puissance, pour faire comprendre à l'autre personne, quelque part, qu'on on n'est pas faible. Parce que tu vois, les enfants peuvent des fois envisager cette notion de faiblesse. Ils peuvent comprendre à quelque part que c'est le seul moyen pour nous de finalement euh, de pouvoir finalement euh, manifester ce qu'il est, hein, c'est-à-dire de qu'on me reconnaître que parce que moi je me reconnais comme étant
comme étant fort, mais je me retrouve dans une femme qui est faible, donc je n'écouterai pas, je vais lui imposer ce que je veux. Tu vois, comme s'il y a quelque part un manque de respect qui peut en résulter à ce moment-là. C'est ça un petit peu que je te dirais concernant ça, Pascaline. Je ne sais pas si tu as des commentaires par rapport à ça. On va donc laisser Pascaline nous répondre via le chat. On a récupéré Cécile. Eh ouais. Voilà. Hein, il manque un peu de lumière quand même, hein, Cécile, là-dedans. Parce qu'elle est en pyjama, c'est pour ça. Tu es où, là au col de la Bonnette, là, tu es à Isola 2000? Non, même pas. Je suis à l'extérieur et je suis dans une maison en construction, donc j'ai pas de lumière. Donc en fait, je suis avec mon petit lampion, voilà. D'accord. Et j'ai un problème de connexion. Ouais, on avait vu. Ouais. Mais je reviendrai vers. Je vais pas prendre l'espace comme ça, mais je reviendrai vers Sylvain en fait, hein, parce que ça m'intéresse de. Voilà. Si Pascaline veut reprendre la main et parce qu'elle a. Non, si vous voulez. Ok. Merci Cécile, à très vite. Merci à toi, Cécile. Oui. Ciao, à bientôt. Okay, ciao. Voilà, on va peut-être essayer juste de remettre en ligne Odile, si ça reconnecte. Odile, tu es toujours là? Ouais. Allez, vas-y, ça a l'air de bien passer là. Vas-y, Odile. Il faut que je pose une question parce que je n'ai pas entendu en fait ce qui s'est passé. C'est un peu le but du truc. Hein. Donc, je voulais savoir si les soucis financiers que l'on peut rencontrer dans une vie peuvent être associés à la blessure de l'abandon. Ça, c'est la question donc, c'est ça? Oui. Donc, associé à l'abandon, OK. Mais tu vois, oui, bien sûr que oui, mais tu vois, je te dirais ça comme ceci, c'est-à-dire que parce qu'on a l'impression d'être abandonné, ben on peut, à quelque part, se retrouver dans une position où on n'assume pas notre adulte. L'adulte, finalement, c'est celui qui se tient debout et qui est capable, donc, de générer des revenus par sa volonté, justement, d'affirmer ce qu'il est. Maintenant, quand on est dans une position d'abandon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir l'impression, justement, qu'on va donner de l'importance aux autres parce que l'abandon repose sur l'idée de « je ne dois pas être abandonné ». Donc, à quelque part, il y a plein de choses que je ne me permettrai pas de faire parce que, justement, je n'ai pas envie d'être abandonné. Donc, on cultive, finalement, moi, je vais dire comme ceci, là, comme une situation de peur. Tu sais, la peur, finalement, c'est de constamment fonctionner sur le principe de la peur parce que, justement, on ne veut pas déranger, on ne veut pas faire de bruit, on ne veut pas faire des vagues. Donc, on reste dans une position où on inhibe, finalement, notre potentiel, finalement. Tu sais, le potentiel, c'est d'assumer l'incarnation de qui on est et d'oser prendre notre place. Mais dans ton cas, j'ai l'impression que comme si tu avais appris justement à t'éteindre un peu, en fin de compte, et puis à empêcher l'émancipation de ta personne à prendre tout l'espace qu'elle souhaiterait. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, carrément, et je ressens bien ce que tu dis. Donc là, on fait une action pour essayer de rétablir ça. C'est ça un peu la déprogrammation dont je parlais dans la conférence, puis je vais voir qu'est-ce qui en résulte, puis je vais te dire ce que je perçois. Ça va? Oui, avec joie. Tu vois, la première chose que je sens, c'est la sécurité. L'abandon, évidemment, c'est une situation qui nous rend insécure, mais à quelque part, quand on est à la sécurité, on se rend compte à quelque part que, tu sais, c'est un peu comme dire, moi, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne le ferai pas parce que j'ai peur qu'on m'abandonne, tu vois? Alors, maintenant, la façon différente de voir les choses, c'est de dire, OK, moi, j'ai besoin de sécurité et je vais m'assurer que je vais avoir des conditions favorables pour me permettre de faire ce que j'ai à faire. Et ça implique que, justement, je me retrouve avec les bonnes personnes. Quand je dis les bonnes personnes, c'est les personnes qui vont être capables de m'apporter la sécurité dont j'ai besoin. Ce pas des gens qui sont instables, pas des gens qui me disent oui et qui me disent non après. Des gens, quelque part, qui sont capables de me tendre la main et avec lesquels je peux construire quelque chose de solide. Ça implique de ta part à toi une fermeté. Tu ne peux pas accepter, toi, que quelqu'un te dise oui puis non le lendemain. Mais non, c'est pas acceptable. Tu es quelqu'un qui a besoin de sécurité. Donc, la sécurité fait que tu vas te retrouver avec des gens qui vont être capables d'assumer l'engagement. Quand je dis l'engagement, on sait bien que l'engagement amoureux ne peut pas être éternel, l'engagement professionnel non plus, mais on peut créer des conditions qui vont nous rassurer. Tu sais, comme quand je dis les conditions, par exemple, c'est un peu comme le concept du contrat. Le contrat, c'est que on s'entend sur
on va chercher le maximum de sécurité pour que l'autre personne s'engage et qu'elle respecte l'entente que l'on a avec elle. Donc, ça nous rassure, ça nous donne un peu plus de sentiment qu'on va pouvoir effectivement reconnaître notre volonté de nous investir parce qu'on va se rendre compte que la personne qui est devant nous, ben, s'est engagée. Donc, il y a moins de chances qu'elle se désiste à ce moment-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Ah, mais ça tombe pile poil, effectivement, sur. Ça répond à certains. À des choses qui se produisent effectivement au travers de mon activité. Des gens qui disent oui et après, voilà, disparaissent. C'est ça, c'est là que les conditions sont importantes parce que si les gens disent oui, ben le oui engage la personne. C'est normal. Si on dit oui à quelqu'un, ben il y a un engagement. Puis si elle se désiste, ben elle a un prix à payer. Un prix à payer, ça ne peut pas toujours être associé à l'aspect financier, mais il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qu'elle doit comprendre que si elle dit oui, ça l'engage et elle prend donc une position d'engagement et elle ne pourra pas se retirer par la suite. Donc, à quelque part, elle doit faire attention si elle dit oui, en quelque sorte. Tu vois? C'est pas un oui naturel, c'est pas un oui facile où on dit, ah ben oui, je dis oui, mais de toute façon, je n'irai pas. Tu vois, c'est comme, il y a quelque chose d'engageant. Et cet engagement-là, quelque part, fait que toi, tu vas apprendre à te mettre dans une position de respect parce que dans ta nature à toi, comme tu as peur d'être abandonné, ben tu deviens quelque part trop verte. Tu sais, quand on n'a pas l'abandonné, qu'est-ce qu'on fait? La personne, on accepte tout. Hein, on accepte tout. On dit, la personne nous a dit oui, puis elle nous dit après, ben, c'est pas grave. Ben non, c'est grave. Je m'excuse, c'est grave. Ouais. Et c'est là quelque part qu'on doit assumer. Qui sont compliquées, effectivement. Ouais. Oui. Et c'est là quelque part que moi, j'ai l'impression que ça t'amène, toi, finalement, à te rendre compte qu'il y a des gens qui je vais dire ça d'une façon caricaturale, il y a des gens avec qui on doit faire des efforts, puis il y a des gens avec qui on ne doit pas faire des efforts. Je pense qu'il va falloir maintenant que tu apprennes à développer, à sortir les dents, entre guillemets, pour faire comprendre à des gens, non, moi, je ne vais pas faire d'efforts avec des gens comme vous parce que, quelque part, vous ne me donnez pas, quelque part, le besoin que moi j'ai, qui est de développer une sécurité, de me sentir respecté, de sentir, quelque part, que je ne suis pas perçu comme n'importe qui. Hein. Vous voyez, qu'on fasse attention à moi. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une position où j'ai l'impression qu'on abuse de ma personne, qu'on abuse de ma gentillesse, je ne sais quoi. Vous voyez, alors, je pense que c'est ça un petit peu qui t'a travaillé pour vous à ce niveau-là. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, franchement, c'est super. Merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Odile. À très vite Odile. Ciao. Bonne soirée. Voilà, donc on a un petit retour, Sylvain, de Pascaline, hein, donc qui confirme bien évidemment ton intuition. Hein, donc j'aime beaucoup cette partie finale avec toi parce que tu fais mouche à chaque fois et c'est magnifique. Donc, et d'ailleurs, tu as beaucoup de messages de félicitations. Alors, si tu n'es pas trop fatigué, Sylvain, on a une dernière question, tu veux bien? OK. Allez, la dernière, c'est Mélanie. Voilà, donc Mélanie, je veux bien savoir pourquoi j'ai une douleur dans le côté gauche. Alors, évidemment, ça, c'est le genre de question à laquelle je dois faire attention parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe, mais je ne suis pas en train de faire une évaluation de la santé pour bien préciser les choses. Donc, Mélanie, je veux bien savoir pourquoi j'ai une douleur dans le côté gauche. Voilà, Mélanie, tu peux envoyer un mail à l'ASSO si tu veux commenter en direct. Envoie un mail et je t'enverrai le lien directement. Tu vois, ce que je sens de toi, Mélanie, c'est que au niveau du côté gauche, il y a une fatigue qui est là. Je vais parler de l'aspect psycho-émotionnel. Hein. Il y a une fatigue. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, je suis fatigué de m'ouvrir. Je suis fatigué d'être vrai. Je suis fatigué quelque part de me montrer. Je suis fatigué quelque part d'exprimer qui je suis. Parce qu'à quelque part, devant moi, c'est un peu comme si on ne me donnait pas l'amour. On ne me donnait pas quelque part l'impression que l'effort que moi je faisais était accueilli puis reçu, puis me permettait de sentir que j'étais en train de construire quelque chose de significatif avec la personne qui est devant moi. Donc, à quelque part, même moi, j'en ai marre de ça. C'est un peu comme si je reconnaissais qu'à l'intérieur de moi-même, j'avais une frustration puis un mécontentement. Et quand on fait la déprogrammation, c'est ça qu'on sent dans ton côté gauche, c'est cette colère, quelque part, hein, où on se dit, ben voilà, j'en ai marre de toi. Je fais une exagération, hein. J'en ai marre de toi, j'en ai marre quelque part de la personne, finalement, à qui je fais des efforts et avec qui je constate que, finalement, cette personne-là ne répond pas adéquatement aux efforts que je fais. Donc, j'en ai marre parce que finalement, j'ai l'impression que cette personne-là, ben, elle ne répond pas adéquatement à toute l'énergie que j'ai investie, tu vois. Alors, ça t'amène, donc, j'ai l'impression à constater qu'à l'intérieur de toi-même, dans ce côté gauche-là, il y a une femme que tu es en train de découvrir qui est en toi,
qui pleure parce qu'elle a besoin de tendresse, elle a besoin d'amour de ta part à toi, parce que tu te rends compte justement que tu en as assez, toi, de faire des efforts pour les autres, mais tu as plus envie de faire des efforts pour toi, de reconnaître ton envie, de te dire, mais moi, je me reconnais, moi, je me donne la permission d'exister, je me donne la permission de prendre ma place, je me donne la permission justement de reconnaître cette envie que j'ai de m'affirmer. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de réappropriation de la femme en toi, et cette femme-là, ben justement, elle a comme un désir d'être respectée dans la mesure où elle se dit, ben, tiens, pourquoi moi je ferais plein d'efforts pour quelqu'un si ça ne m'apporte pas de satisfaction? Donc, je suis obligé de reconnaître que moi, j'ai peut-être envie de diriger mon attention dans une autre voie, une autre direction qui va m'amener à une satisfaction plus importante. Je ne sais pas si tu comprends, si tu me suis, Mélanie. Voilà, donc on va peut-être attendre le retour de Mélanie via le chat. En attendant, donc Sylvain, on va une dernière fois rappeler les dates importantes donc, concernant ta venue en France et en Suisse. Hein, donc les infos sont en bas de page. Le numéro de téléphone qui est indiqué, c'est bien le tien, Sylvain, donc il n'y a aucun problème, les gens peuvent t'appeler. Parfait. Pour remplacer le week-end de Nice qu'on n'a pas pu mettre en place, tu as mis en place donc un week-end en ligne. Donc, on rappelle les dates, les horaires et contacter Sylvain. Hein, donc, Sylvain, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que tu viens nous voir à Nice régulièrement et j'ai pu mesurer l'excellence de ton travail personnellement. Hein, donc, tu sais bien que les gens qui nous suivent à Luminam savent que si tu reviens nous voir et si je te propose, c'est que bien sûr, j'ai travaillé avec toi et j'ai pu vraiment mesurer la qualité de ton travail, la précision de tes ressentis et aussi la dimension thérapeutique que tu as derrière, que tu n'as pas pu bien sûr développer ce soir, bien évidemment. Hein, ce n'était pas du tout le cadre et le format. Hein, donc, pour ça, j'invite nos amis qui sont intéressés à consulter Sylvain directement en ligne. Hein, vous lui passez un texto sur ce numéro-là ou par WhatsApp. Hein, je pense que comme tu vas plus souvent à Québec, le mieux c'est WhatsApp. Oui, mais moi, mon téléphone est sur son ligne française, hein, donc les gens peuvent communiquer avec moi facilement par téléphone aussi. Parfait. Ah, voilà, donc n'hésitez pas à consulter Sylvain, vous serez vraiment ravis. C'est un moment magnifique à passer avec lui et il est vraiment impressionnant parce qu'il va vraiment vous dresser un portrait robot qui va vraiment vous impressionner et je vous le recommande chaleureusement. Donc j'espère, Sylvain, que ta tournée se passera bien. On te souhaite le meilleur pour cette tournée à venir. On espère te retrouver l'année prochaine ou peut-être un petit peu plus tard. Maintenant, il y a des moyens modernes, donc on pourra aussi répéter un webinaire ou peut-être quelque chose de plus thérapeutique ou de plus pratique. Hein, là, tu nous as fait une présentation un petit peu théorique, mais j'ai l'impression que les gens aiment bien la pratique aussi. Donc, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc voilà, merci les amis, merci à tous pour votre présence. On était pas mal en ligne, donc merci. Voilà, donc ça fait 9 ans que je suis Sylvain, il est top. Parfait. Mélanie, voilà, on a le retour de Mélanie. Voilà. Voilà, donc OK. Hein, donc elle confirme bien évidemment ton ressenti. Voilà, donc merci les amis, merci à tous. Sylvain, je vais te laisser bien évidemment le mot de la fin en te remerciant une nouvelle fois, en regrettant de ne pas te revoir physiquement, mais c'est que partie remise, hein, donc on est appelé à rester en contact bien évidemment et à se revoir régulièrement. Voilà, donc je te laisse la parole et j'affiche les commentaires de nos amis. D'accord. Mais d'abord, merci pour les bons commentaires. J'apprécie toujours, évidemment. C'est toujours bien de savoir que la conférence a pu vous plaire. Alors, évidemment, c'était une partie évidemment plus théorique. Je vous réfère évidemment à la lecture d'âme en direct qu'on avait fait ensemble avec Didier tout récemment aussi, qui est une autre façon de voir un petit peu comment les choses se font dans ce type de pratique-là. Donc, vous voyez que concrètement, ben, ça fonctionne, je le fais. Maintenant, si je l'enseigne, c'est parce que je sais que ça se développe et que c'est donc possible de pouvoir arriver à développer cette habileté-là. Même en 2 jours, ben, on arrive justement à développer les bases qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Donc, si ça vous dit, bien évidemment, je vous invite fortement donc, à suivre l'un ou l'autre des enseignements, qui sont en ligne ou en présentiel. Ça fonctionne dans les 2 cas, puisque j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises ce type d'enseignement-là. Et puis, évidemment, bon, si vous avez des intérêts pour les consultations, ça me fait plaisir. Puis, pour le mot de la fin, bien évidemment, moi, je vous invite à faire confiance
à cette intuition-là. De quelle façon? Ben, en commençant à voyager à l'intérieur de vous-même et à apprendre justement à être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Parce que ce qui se passe en vous, finalement, bon, la tête, elle est très agitée, on est d'accord, on est plein d'informations qui est là, mais le corps, lui, a plein de choses à nous donner comme information et on a trop souvent tendance à le négliger. Et moi, je vous inviterais justement à développer cette attention-là, à renouer contact avec les messages que votre corps puisse vous communiquer. Vous allez peut-être avoir de belles surprises des messages qu'il a à vous transmettre. Et donc, je vous invite à l'écouter davantage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Sylvain, merci les amis, à Merci très à toi, vite. Didier. Merci Sylvain d'avoir joué les prolongations avec toujours ta bonne humeur et ton sourire. Donc vraiment un plaisir d'être en communication avec toi. Tu sais que je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup et à très vite Sylvain. On reste en contact bien évidemment. Merci les amis. Voilà, donc c'est moins chaleureux que quand on est au Novotel. On ne peut pas s'embrasser en sortant, mais ça reste quand même bien sympathique et ça nous a permis de faire une belle soirée avec Sylvain. Voilà. Okay, Bonsoir ciao. les amis, à très vite. Au revoir. Ciao, ciao sur l'Uminam. À bientôt. Ciao. Au revoir.